Alors, eh bien 17h29, allez, on va démarrer. Je vous remercie une fois de plus d'être présent à ce demande à Cédric numéro 9. Nous sommes 7 spectateurs aujourd'hui et voilà, donc je pense qu'on va pouvoir y aller pour les questions. Allez, on a une première question de Raymond. Raymond qui nous dit: bonjour Cédric, bonjour Raymond. Je ne retrouve pas la marche à suivre pour mettre à jour mes drivers, carte graphique en particulier. Alors, Raymond, si vous souhaitez, je vais partager mon écran pour vous montrer à quel endroit vous pouvez voir pour retrouver les vidéos sur les drivers. Je vais y arriver. Aujourd'hui, ça risque d'être un peu compliqué. J'ai très peu dormi, donc voilà, je vais essayer de faire au mieux, mais aujourd'hui, ça risque d'être un peu plus compliqué que d'habitude. Donc, je vais vous montrer, rapidement à quel endroit vous pouvez trouver ça. Donc vous vous rendez sur le site formation informatique avec Cédric.fr dans votre espace membre, et lorsque vous êtes ici, vous allez avoir la possibilité de vous rendre ici. Toutes les vidéos de YouTube et bien plus, vous cliquez sur j'accède à ma formation à partir d'ici, et là vous allez avoir ici, pas du tout ici, voilà, vidéo 71 et vidéo 72, comment trouver ces pilotes partie 1, comment trouver ces pilotes partie 2. Donc là, ça vous donne une première direction pour mettre à jour vos pilotes. C'est deux vidéos que j'avais faites où je parle un petit peu des différentes méthodes que l'on peut employer pour pouvoir simplement retrouver ces pilotes. En revanche, en ce qui concerne votre carte graphique plus précisément, je pense que le mieux étant de vous rendre sur le site du constructeur. Morissette m'avait posé une question par rapport justement à comment avoir des informations complémentaires sur sa carte mère, comment avoir des informations complémentaires sur sa carte graphique. Donc il y a deux logiciels qui sont bien pour cela. Il y a CPU-Z, donc CPU-Z, et GPU-Z, voilà, qui sont faits par la même personne et qui vous permettent d'avoir des informations concernant à la fois votre carte mère et votre carte graphique, ce qui vous permettra de déterminer le modèle, et en fonction de celui-ci, vous pourrez mettre à jour les pilotes. Donc il y a, on va dire, deux grandes familles de cartes graphiques dédiées, parce qu'il y a ce qu'on appelle les cartes graphiques embarquées. Ce sont des cartes graphiques qui sont intégrées directement à la carte mère et c'est une puce qui est intégrée à la carte mère. Souvent, c'est le chipset qui s'occupe de ça, et le processeur parfois. Donc, c'est souvent des cartes graphiques Intel. Et ça, en général, ça se met à jour automatiquement avec Windows et avec ces pilotes. Mais vous pouvez aussi mettre des pilotes spécifiques Intel pour mettre à jour ces pilotes. Et sinon, comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment deux grosses catégories de cartes graphiques. Il y a les cartes graphiques Nvidia et les cartes graphiques AMD, qui étaient anciennement ATI. Donc ATI ayant été racheté par AMD, il y a donc maintenant ces deux catégories, Nvidia et AMD. Donc vous pouvez vous rendre sur le site des constructeurs pour pouvoir récupérer le modèle qui correspond à la carte graphique que vous avez, parce qu'il en existe de très nombreux modèles. Et donc c'est un petit peu, il faut sélectionner quel modèle vous avez, et grâce donc aux deux logiciels dont je viens de vous parler, à la fois CPU-Z et à la fois GPU-Z, vous pourrez avoir des informations complémentaires qui vous indiqueront le type de carte graphique que vous avez. Voilà, si c'est une carte graphique embarquée, il faudra le faire par l'intermédiaire des pilotes de cette même carte graphique. Je vais partager rapidement mon écran pour vous montrer comment récupérer CPU-Z et GPU-Z. Je vais faire deux vidéos là, je pensais les faire cette semaine, mais voilà, cette semaine ça a été un petit peu plus compliqué que prévu. Il a fallu que je me rende sur la région parisienne, et donc j'ai pas eu le temps de tourner les vidéos que je voulais tourner, que ce soit les vidéos Windows 10, etc. Donc j'espère que là je vais avoir l'occasion de travailler un peu ce week-end et d'avoir du temps la semaine prochaine pour rattraper un petit peu ce retard qui a été pris. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez taper CPU-Z ou directement CPU-Z dans Google, et c'est à cet endroit-là que vous pourrez le récupérer sur le site du constructeur, sur cpuid.com. Vous pourrez cliquer ici, et à partir de là, vous récupérez CPU-Z qui vous permettra d'avoir des informations. On va le faire ici, comme ça ce sera fait, même si je referai une vidéo outil vraiment pour indiquer. Donc moi, ce que je vais faire, il y a deux possibilités de récupérer. Soit vous récupérez la version qui est ici, qui est la version setup, c'est-à-dire que le logiciel va s'installer sur votre ordinateur et il sera installé en résident et vous pourrez le lancer à votre convenance. Ou alors vous avez la version, ce que l'on appelle la version portable, qui n'est pas du tout forcément destinée au portable, mais qui permet
de récupérer un fichier qui ne s'installera pas sur votre ordinateur, et ça peut être pratique, ça ne va pas générer des fichiers à droite à gauche, ce sera directement déterminé, ce sera directement sur votre bureau. Donc là, je vais le récupérer, il arrive ici, je vais l'extraire, enfin dès que ça arrive, et ensuite eh bien, vous pourrez voir on peut récupérer des informations sur sa carte graphique, sur sa carte mère, et grâce à ça, vraiment vous pourrez connaître le modèle. Alors là, ça prend un petit peu de temps. Voilà, c'est arrivé. Donc c'est un fichier compressé, vu que c'est un fichier portable, souvent c'est compressé. Donc je vais l'extraire, j'utilise WinRAR, que vous pouvez récupérer facilement sur Ninit. Et ensuite, une fois que vous avez extrait le fichier, il arrive ici. Vous pouvez cliquer 2 fois dessus. Ensuite, en fonction de la version que vous avez, si vous avez une version 32 ou une version 64 bits, vous avez la possibilité de choisir votre modèle. Pour savoir ça, si vous êtes sur Windows 10, vous faites un clic droit, vous choisissez Système, et à partir de là, hop, vous voyez qu'à cet endroit, vous avez un système 32 ou un système 64. Moi, il s'agit d'un système 64, donc je vais choisir la version 64, je clique 2 fois dessus. Si vous avez le filtre Smart Screen qui est actif, ce qui est le cas ici, vous pouvez choisir ne pas exécuter, et ça vous permettra de lancer... Ah non, pardonnez-moi, pas du tout ne pas exécuter, il faut choisir information complémentaire. Je me demandais pourquoi est-ce que ça ne se lançait pas. Vous choisissez donc information complémentaire et vous choisissez exécuter quand même. C'est Microsoft qui met ça en place, tout simplement pour les logiciels qui s'exécutent sur votre ordinateur, pour ne pas que ça fasse n'importe quoi, mais là c'est un logiciel qui est légitime. Donc vous avez différents onglets sur le haut du logiciel. Ici vous avez donc les informations sur le processeur, sur votre processeur. Donc on voit ici que j'ai un Intel Core i7 2600K, et lorsque vous allez vous rendre dans graphique, vous aurez des informations sur votre carte graphique. Donc vous voyez ici j'ai une carte graphique AMD, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a à la fois Nvidia et à la fois AMD, et donc j'ai une AMD Radeon HD 7970. Je me rendrai donc sur le site d'AMD pour récupérer le modèle qui correspond à ma carte graphique. Voilà, bon, j'ai apporté une réponse un petit peu plus complète que à l'ordinaire, mais ça va, on n'est pas beaucoup. Ah, quand même, on est 16 maintenant. Voilà, il n'y a pas trop de questions, donc je prendrai mon temps pour répondre plus en détail. Voilà, j'espère en tout cas vraiment que vous pourrez trouver les pilotes de votre carte graphique, parce que c'est vrai que c'est pratique, ça permet d'accéder... d'avoir l'accélération matérielle qui soit bien pour les vidéos, pour décompresser, etc. Donc c'est toujours bien. Yves, bonjour, bonsoir, tout est ok, c'est parfait, formidable. Yvette, bonjour Cédric, comment lire un fichier ISO? Alors, c'est une bonne question. Yvette, est-ce que vous pouvez me dire sur quel système d'exploitation vous êtes? Il me semble que j'ai fait une vidéo sur les fichiers ISO. Je vais partager mon écran, on va regarder ça. Alors, donc les fichiers ISO, c'était comment créer une image ISO et pourquoi. Donc là, en effet, je ne vous expliquais pas comment la lire. Alors, pour lire les fichiers ISO, ça dépend du système d'exploitation sur lequel vous vous trouvez. Je ne suis pas sûr d'avoir une image ISO sous la main. C'est pas 100% sûr. Donc je vais pas forcément pouvoir vous montrer comment faire. Si vous êtes sur Windows 10, je pense que vous pouvez faire un clic droit sur ce fichier ISO et choisir monter. Et dès lors où vous allez monter cette image sur Windows 10, il me semble que c'est pareil sur Windows 8, mais sur les versions antérieures de Windows, sur Windows 7, je pense pas que c'était déjà implémenté et que vous pouviez le faire. Donc je ne sais pas si vous avez Windows 7, Windows 8 ou Windows 10. Si vous avez Windows 10, je pense que c'est sûr, vous pouvez faire un clic droit, choisir monter, et à ce moment-là, ça va apparaître dans ce PC, lorsque vous effectuez la combinaison de touches Windows plus E, ou que vous choisissez le menu démarrer et que vous choisissez explorateur de fichiers. En choisissant ici ce PC, ça va monter comme un lecteur CD, et vous aurez ici un nouveau lecteur qui apparaîtra. Ce sera l'image qui aura été montée, et à partir de celle-ci, vous aurez la possibilité d'exécuter cette image, que ce soit un Windows, que ce soit autre chose, et ça vous permettra de monter l'image. Et lorsque vous n'en voudrez plus, il vous suffira simplement de faire un clic droit sur l'image qui a été montée
côté et de choisir démonter. Donc là, je ne peux pas le faire. Démonter ou peut-être éjecter, c'est soit l'un soit l'autre, je ne sais plus précisément. Et comme j'ai pas de fichier ISO facilement récupérable sous la main, si je réfléchis... non, là c'est essentiellement les vidéos que j'ai et mes sauvegardes, je suis pas sûr d'avoir un fichier ISO, donc dans le doute, on va pas rentrer plus dans les détails du sujet, mais c'est vraiment en fonction de ce que vous possédez, en fonction de la version de votre système. Et ça vous permettra comme ça de monter l'image ISO, je vais y arriver, pardon, de monter l'image ISO et de pouvoir l'utiliser si vous en avez besoin. Voilà. Moi, c'est ce que je fais avec mes versions de Windows. Je monte l'image ou je mets directement l'image sur une clé USB pour pouvoir la lancer directement. Voilà Yvette, j'espère avoir répondu à votre question. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un complément de question directement. Voilà. Alors... Marcel, bonjour à toutes et tous, merci Cédric pour ta vidéo VE10, donc vidéo exclusive, écouter de la musique sur YouTube, ça revient à stocker sur mon cloud. C'est en quelque sorte quelque chose comme ça. Bonsoir Marcel, merci pour l'information. Donc oui, en effet, c'est vraiment bien. Moi, j'écoute toute ma musique sur YouTube quand je suis sur mon ordinateur. J'ai mes playlists et ça me permet d'écouter. Et après, qu'est-ce que je pourrais utiliser? J'écoute aussi Google Play puisque j'ai désormais un téléphone Android. Et donc, ça permet de mettre les CD audio que l'on a dans sa maison directement sur Google et de les écouter avec son smartphone ou directement sur l'ordinateur. Donc ça ajoute un moyen supplémentaire d'écouter de la musique. Moi, je multiplie un petit peu les moyens tout simplement pour avoir différentes sources de musique. Je reviendrai un petit peu en détail là-dessus. Peut-être je ferai une vidéo d'ailleurs sur Google Play parce que je trouve ça assez sympa. On peut acheter de la musique. J'achète aussi de la musique sur Amazon. Donc il y a différents endroits où j'achète de la musique et j'ai les différentes applis, que ce soit sur mon téléphone ou dans mon ordinateur, ce qui permet d'écouter la musique que j'ai achetée en fonction de l'endroit où je l'ai acheté. Et pourquoi je l'achète à cet endroit-là? Eh bien tout simplement parce que j'ai confiance en Amazon et que j'ai confiance en Google. Donc voilà, c'est sur ces deux plateformes que j'achète ma musique. Et oui, j'écoute aussi beaucoup de musique sur YouTube, grâce aux playlists et grâce à l'astuce pour ne plus avoir de pub pendant qu'on écoute tout ça. Voilà Marcel, merci pour votre participation. Alors, donc Yvette, juste le petit complément par rapport à Yvette, j'ai Windows 7 pour lire les fichiers ISO. Je ne sais plus exactement comment ça se passe sur Windows 7, si on peut monter un fichier ISO directement. Et sinon, j'utilisais un logiciel avant qui permettait de monter une image, mais maintenant il est un peu truffé de logiciels malveillants. Donc c'est un peu le parcours du combattant pour l'installer. Ça s'appelait Demon Tools. Donc je ne voudrais pas trop vous le recommander parce que vous risquez d'avoir des choses pas très sympas. On va regarder, je vais partager mon écran et on va regarder s'il existe des outils pour Windows 7 pour monter rapidement une image. Alors, monter une image sur Windows 7. Donc vous voyez, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut impérativement que vous appreniez à chercher parce que c'est ça qui vous apportera l'indépendance. Bon, il y a une question évidente de vocabulaire, mais l'avantage de savoir chercher, c'est que vous allez pouvoir trouver l'information et vraiment de façon incroyable grâce à Google, je vais y arriver. Alors, donc là, vous voyez, Clubic, moi j'ai plus trop l'habitude d'y aller. Avant, j'y allais beaucoup, mais maintenant, ils intègrent des logiciels, donc j'y vais plus trop. Tom's Hardware, ça c'est un très bon forum technique pour savoir comment monter une image. Alors, je ne sais pas quel logiciel ils vont recommander. Ici, Microsoft a mis à jour son outil permettant de monter facilement des fichiers ISO, ça s'appelle Virtual CD-ROM Control Panel. Cet outil, disponible depuis quelques années, permet de monter des images, des disques optiques, les fameux fichiers ISO sous Windows, de la version XP à la version 7. Ce petit programme est ancien, mais Microsoft a ajouté la mention, voilà. Donc vous avez la possibilité de le récupérer à cet endroit-là, directement sur le site de Microsoft. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose de confiance. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous vous rendez sur Google, vous tapez monter une image sur Windows 7 et vous choisissez le lien de Tom's Hardware qui est ici. Voilà. Et vous allez arriver sur cette page, vous cliquez sur l'outil et ça vous permet
de récupérer cet outil qui est ici, qui vous permettra de monter votre image ISO. Ça doit être un logiciel qui est relativement simple à utiliser. Peut-être je ferai une petite vidéo, d'ailleurs je vais le noter parce que ça peut être intéressant pour Windows 7, pour les personnes qui utilisent Windows 7 dans les vidéos outils. Je vais le noter ici. J'arrive, pardon, image 7. Voilà. Alors donc voilà, grâce à ce logiciel, je pense que vous aurez la possibilité de monter une image sur Windows 7. Et sinon pour les autres versions de Windows, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je pense que ce sera bon pour Windows 8 et pour Windows 10. Alors, voyons voir. Bon, Raymond, merci. Content que l'information vous plaise. J'espère que vous aurez la possibilité de récupérer vos pilotes. Bon, je vais procéder directement ici. Alors, bonjour Cédric, que pensez-vous de la commande cdir/s dans la commande cmd? Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette commande, on peut regarder. Donc, comment ça se passe pour ouvrir un invite de commande? Là, c'est vrai que je vous montre un petit peu les manipulations sur Windows 10 parce que je suis sur Windows 10. Si vous êtes sur les autres systèmes d'exploitation, vous pouvez taper la touche Windows R qui va vous faire apparaître voilà, une fenêtre pour exécuter. Et à partir de là, vous pouvez taper CMD et ça va vous lancer la console. Je vais y arriver. La console qui se trouve ici, donc je partagerai mon écran, là pour l'instant on va rester comme ça. Et si vous êtes sur Windows 10, alors est-ce que je dois partager mon écran? Partager, voilà. Donc si vous êtes sur Windows 10, vous pouvez faire un clic droit et choisir invite de commande en admin ou invite de commande normal, c'est à vous de choisir, et ça va vous lancer ici. Je vais enlever le CPU-Z de tout à l'heure. Oui, voilà. Et ça va vous lancer ici des lignes de commande que vous allez pouvoir saisir. Et donc la commande dont nous parle Eric, c'est dir/s. Je sais pas. Dir, c'est pour avoir le nom des répertoires qui se trouvent dans la racine sur laquelle vous êtes, dans le dossier dans lequel vous êtes. Et dir/s, je vais regarder avant de l'exécuter. Donc pour savoir les commandes qui vont avec la commande attenante. Donc si par exemple vous cherchez un dir pour savoir à quoi ça correspond, vous mettez / point d'interrogation et là vous aurez les différentes possibilités. Donc là si Eric nous parle de dir/s, affiche les fichiers d'un répertoire et ses sous-répertoires. Donc voilà, c'est juste une fonction avancée de dir, donc on peut le faire, c'est dir/s et ensuite vous appuyez sur entrée. Donc ça va vous lister l'ensemble des dossiers et des sous-dossiers qui se trouvent dans un répertoire. Donc là, vous voyez, il y a énormément de choses qui défilent à l'écran parce que j'ai dû le faire dans mon système 32. Donc il y a beaucoup de choses qui défilent. Donc si vous souhaitez arrêter ce défilement pour pas que tous les dossiers sous-dossiers, vous pouvez presser la touche CTRL et la touche C. Voilà, ça va stopper le processus. Et ce que vous pouvez faire également, si vous voulez avoir quelque chose de plus précis, c'est faire dir/s et rajouter /p. Ce qui aura pour but de vous afficher page par page. Donc si j'appuie sur la touche entrée, il va me lister une page et il faut que j'appuie sur la touche entrée à nouveau ou sur n'importe quelle touche pour continuer de faire défiler les différents dossiers. Voilà, c'est une solution qui permet, si vous souhaitez utiliser la commande dir/s, de pouvoir l'afficher page par page, parce que comme vous avez pu le voir quand j'ai fait un dir tout à l'heure, un dir/s, il y a énormément de choses qui sont passées et on n'a pas pu voir les choses. Donc vous faites un CTRL-C surtout pour arrêter le défilement des choses. Et puis si vous voulez avoir la possibilité de voir page par page, vous rajoutez la commande /p et à ce moment-là, ça défilera page par page dès lors où vous appuierez sur n'importe quelle touche de votre clavier. Et pareil ici pour arrêter, vous faites soit CTRL-C, soit vous fermez la fenêtre en haut à droite et ça devrait être OK. Donc voilà. La commande dir/s, ça peut être pratique, peut-être si vous recherchez des choses à l'intérieur d'un même dossier, voir s'il y a d'autres dossiers que vous pourriez avoir ratés éventuellement. Je ne sais pas à quelle occasion vous utilisez cette commande, Eric, mais en tout cas, je pense que vous avez votre réponse. Allez, je vais continuer. Alors, Cédric, bonjour, un grand merci. Jean, je voudrais savoir l'installation de Google Maps sur Windows 10. Alors, bonjour Jean, l'installation de Google Maps sur Windows 10. Est-ce qu'on peut installer Google Maps sur Windows 10? Peut-être.
Alors, pourquoi je dis peut-être? Parce que moi, j'ai l'habitude, je vais repartager mon écran, j'ai l'habitude d'utiliser Google Maps directement à partir du navigateur. Donc là, je vais sur Google, et ensuite, une fois que je suis sur Google, je clique ici sur les points qui se trouvent là, je choisis Map, et là, j'arrive directement sur Google Maps. Et donc, à partir de là, je peux faire un itinéraire si je le souhaite. Je peux faire, voilà, si on veut faire Avignon-Paris. Voilà, vous appuyez sur Entrée. Et donc, directement, depuis Internet, eh bien, vous aurez la possibilité de consulter ça. Après, est-ce qu'on peut installer Google Maps? Est-ce que c'est une application du store? On peut regarder. Alors, le store, est-ce que je l'ai quelque part? Oui, il est là. Donc, il est en train de se lancer. On va regarder si ça existe, Google Maps. Alors, Google Maps, apparemment, ça existe en version application. Est-ce que c'est une application officielle de Google? Ça n'a pas l'air d'être évident, parce qu'il n'y a pas marqué Google déjà. Et si je clique dessus... Voilà, c'est pas Google qui a fait cette application, c'est Akshat Kumar Site. Donc moi, c'est pas le genre de choses que j'installerai forcément. Je préfère vraiment utiliser les produits Google. Donc voilà, peut-être il y a une autre méthode. Est-ce que Google Maps, on peut le télécharger? On va voir. Voilà, je vais cliquer sur Google Maps. Non, j'arrive directement sur le site dont je vous avais parlé tout à l'heure. Je pense pas qu'il y ait une application Google Maps. Peut-être sur votre téléphone, ça c'est fort probable, mais et dans le Windows Store, ça n'a pas l'air d'être une application officielle, donc voilà, c'est pas forcément quelque chose que j'utiliserai. Moi, je vais directement sur Google, et ensuite je vais sur les 9 petits points comme je vous ai montré là pour accéder à Google Maps ici. Voilà, Google Maps, et là, à partir du moment où vous êtes dans Google Maps, vous avez la possibilité de continuer d'utiliser les fonctions comme Google Street. Il me semble que j'avais fait une vidéo dans les vidéos gratuites, mais je ne sais plus exactement si je vais pouvoir la retrouver facilement. Non. Mais il me semble que j'en avais parlé, je ne sais plus à quelle occasion. Ah non, je parlais de Google Earth. Google Earth qui est donc une application qui, là pour le coup, s'installe sur votre ordinateur, et c'est vraiment différent de Google Maps. Vous pouvez visiter un peu le monde entier. Vous avez des photos, vous avez un certain nombre de choses. Donc c'est vraiment totalement différent. Si vous parliez de Google Maps, eh bien vous aurez la possibilité de regarder dans les vidéos gratuites. Donc vous vous rendez à l'accueil de votre espace membre, et ensuite à partir de là, soit vous choisissez accueil espace membre et vous allez dans toutes les vidéos gratuites, soit vous descendez un petit peu, elles sont en premier. Vous pouvez choisir ici j'accède à ma formation, et vous retrouverez bien la formation sur Google Earth. Mais en tout cas, Google Maps, je pense qu'il n'est accessible que depuis un navigateur. Voilà, donc je pense que c'est par là que vous pouvez le récupérer. Voilà Jean, j'espère avoir répondu à votre question. Merci de l'avoir posée. Nous sommes 22, est-ce que j'avais quelque chose à vous dire? Oui, quelque chose que j'ai dit en début de session, mais vous n'étiez pas forcément tous là. Deux choses, la première, c'est si toutefois on a un plantage, parce que c'est arrivé, on a eu de la chance les 2 dernières fois, tout s'est bien passé. En revanche, les 2 fois précédentes, on a eu un plantage. Donc s'il est 19h15, je reprendrai pas le temps de tout relancer, parce que ça me prend un quart d'heure de tout relancer. Mais bon voilà, s'il est avant 19h15, s'il est 19h ou moins, n'hésitez pas à me laisser un quart d'heure et à revenir sur la page du Demande à Cédric, je remettrai tout en place, je remettrai le lien, etc. Donc n'hésitez pas à revenir si toutefois il y a un plantage. Et une autre chose que je voulais vous dire et que je vais vous montrer, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai réalisé une vidéo qui permet de voir, je vais repartager mon écran, qui permet de voir comment... qui permet de voir, je vais y arriver. Voilà, dans les vidéos d'aide, lorsque vous êtes dans votre espace membre, vous vous rendez sur aide à l'utilisation du site. Et là, j'ai réalisé une vidéo qui vous explique comment poser vos questions en direct dans les événements de Demande à Cédric. Voilà, s'il y a certains d'entre vous qui rencontrent encore des difficultés pour pouvoir me poser des questions,
eh bien, vous pouvez vous rendre dans votre espace membre, ensuite vous rendre dans la rubrique d'aide, puis aide à l'utilisation du site, et enfin avoir la possibilité de poser vos questions en direct. Et j'en profite également pour les personnes, voilà, comme ici on est en direct, ce ne sont que des membres plus, donc j'en profite pour vous dire que vous avez également une aide qui est disponible à l'utilisation du forum pour venir sur le forum pour pouvoir discuter, et bien voilà, poser vos questions, on interagit tous ensemble, on s'entraide, donc n'hésitez pas. Pardonnez-moi. N'hésitez pas, vous venez sur là, vous choisissez aide à l'utilisation du forum et à partir de là, eh bien, vous aurez un certain nombre de vidéos qui sont disponibles pour vous expliquer comment le faire. Et comme vous êtes membre plus, vous aurez la possibilité de cliquer ici, je rejoins la communauté et je prends connaissance des règles. Et si vous n'avez pas accès lorsque vous allez dans aide à l'utilisation du forum, eh bien c'est parce que vous n'êtes pas connecté. Dans ce cas-là, il faut vous rendre dans connexion et choisir connexion membre plus et à partir de là, eh bien vous pourrez vous connecter. Voilà, c'est les deux choses que je voulais vous dire pour que à la fois vous puissiez poser vos questions dans les événements Demande à Cédric en direct parce qu'un certain nombre de personnes rencontraient des difficultés. Voilà, donc ça permet bien que tout le monde puisse poser ses questions. Et puis au-delà de ça, ça vous permet d'utiliser le forum parce que c'est vraiment, voilà, je suis ravi de l'avoir mis en place parce que tout le monde a l'air ravi. Je remercie Alexandra, les gens qui participent beaucoup, Alexandra, Denis, Louis-Paul, je voudrais oublier personne, mais en tout cas merci à tous de participer. Voilà, tous les gens qui viennent poser leurs questions et tous les gens qui répondent aux questions des autres membres. Donc voilà, merci beaucoup, c'est vraiment quelque chose de super, je suis ravi, c'est vraiment top et au vu de vos retours, je pense que vous aussi vous êtes contents, donc c'est super. Voilà. Allez, Philibert, n'est-ce pas plutôt Google Earth? Ben voilà, j'ai couvert le sujet, donc si toutefois c'est ça, eh bien voilà. Allez, je vais prendre une question ici. Alex Fort. Excusez-moi pour le rajout, je suis sur Windows 7 et sur Mozilla. Ah, il y a un début de question que j'ai raté, que je vais essayer de retrouver. Donc, Windows 7, Mozilla. Et le début de la question d'Alex est ici sélectionné. Voilà. Alors, bonsoir Cédric, je n'ai pas accès à un site et on me parle de débloquer le pop-up pour y arriver. Alors, dans ce cas-là, vous avez sûrement un bloqueur de pop-up qui soit est intégré directement à Mozilla, soit que vous avez rajouté. Si vous avez par exemple ajouté AdBlock Plus, je vais lancer Mozilla. Je ne crois pas que j'ai installé Mozilla sur AdBlock. AdBlock sur Mozilla, pardon. On va regarder. Donc là, j'ai peut-être pas partagé mon écran. Je vais le partager tout de suite. Partager. Oui, donc si toutefois, lorsque je fais ça, j'oublie de partager mon écran, vous aurez la possibilité dans la retransmission de le voir, parce que là je suis en train d'enregistrer ce qui se passe à mon écran, donc que je le partage ou pas, vous aurez visuellement ce qui se passe. Donc si toutefois j'oubliais, ce qui peut m'arriver, parce que j'ai très peu dormi cette nuit, comme je vous l'indiquais en début de session, donc j'espère que je vais pouvoir tenir les 2 heures. Ma voix est un petit peu fatiguée. Quoi qu'il en soit, voilà, si toutefois j'ai oublié de partager mon écran, eh bien vous aurez la possibilité directement de revoir dans les retransmissions qui sera sûrement disponible en début de semaine, lundi ou mardi. Donc je vais installer le bloqueur de pop-up qui est ici, qui s'appelle AdBlock pour Firefox. Je l'installe rapidement et ensuite ça me permettra bien de vous montrer comment le désactiver. Installer, voilà. Donc là, c'est ce bloqueur de pop-up, peut-être c'est un autre bloqueur de pop-up que vous avez, et auquel cas, lorsque vous arrivez sur un site, je ne sais pas quel site on va pouvoir prendre, celui-ci, je ne sais pas du tout ce que c'est, voilà. Donc là, si vous avez le bloqueur de pop-up, eh bien les pop-up n'apparaîtront pas, et pour le désactiver, vous vous rendez sur le petit triangle qui se trouve ici, et vous choisissez, soit vous désactivez partout, c'est-à-dire que ça va désactiver le bloqueur de pop-up, soit vous choisissez désactiver pour l'endroit où vous vous trouvez, c'est-à-dire le site complet. Là, ça va me désactiver AdBlock pour tout le site, ou alors ça vous le désactivera pour la page uniquement, c'est-à-dire uniquement cette page-là du site, et pas tout le site. Et ça, c'est pour partout, c'est-à-dire tous les sites internet, juste pour désactiver le plugin et qu'il ne soit plus actif. Vous pouvez le rajouter en cliquant ici, et en réactivant, en cliquant désactiver, et ça réactive le plugin. Voilà, en désactivant ça, en théorie, ça devrait être bon. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un bloqueur de pop-up directement intégré dans Mozilla Firefox? Ça, je ne sais pas parce que je ne l'utilise plus du tout.
c'est pas impossible. Dans ce cas-là, vous pourrez le retrouver certainement dans Options. Vous cliquez sur les 3 traits qui se trouvent ici. Et après, voilà, je sais pas trop où chercher. Peut-être dans Avancées. Ah oui, il y a des onglets aussi qu'on peut modifier. Je sais pas. En tout cas, si c'est pas à des blocs, il faudra regarder du côté des options qui est ici ou du côté des modules complémentaires parce que vous retrouvez dans les modules complémentaires les choses qui se trouvent ici, je vais y arriver, les modules complémentaires que vous avez ajoutés. Voilà. Allez. Je pense qu'avec tout ça, vous devriez avoir une réponse à votre question. Vous pouvez le tester pendant qu'on fait le demande à Cédric. Et si toutefois, voilà, vous voulez un complément, n'hésitez pas. Voilà, Alex. Merci en tout cas à toutes et tous d'être ici. 23, on commence à être nombreux. C'est sympa. Et c'est sympa aussi qu'il fasse encore jour dehors. Alors, allons-y. Louis-Paul. Bonjour Cédric, pour répondre à Yvette, on peut aussi faire un clic droit sur l'image ISO et faire ouvrir avec VLC. Cela marche sur Windows 10. D'accord Louis-Paul. Merci pour l'information. Après, je sais pas. Votre réponse, je pense, est à moitié pertinente dans le sens où, en fonction du fichier ISO que. Oula! En fonction du fichier ISO que c'est, vous ne pourrez pas forcément l'interpréter avec VLC peut-être. VLC, lui, est capable d'ouvrir un fichier ISO qui contiendrait de la vidéo. Si par exemple vous avez fait ce qu'on appelle un DVD RIP, c'est-à-dire que vous avez un DVD ou un Blu-ray RIP, vous avez un DVD ou un Blu-ray et vous l'avez transformé en un fichier ISO pour pouvoir le monter sur votre ordinateur et le regarder par exemple, j'en sais rien moi, le mettre sur votre télé. Eh bien, VLC devrait être capable d'ouvrir ce type de fichier ISO parce que c'est de la vidéo. Donc il va ouvrir ce fichier, il va voir que c'est soit un Blu-ray RIP, soit un DVD RIP, et auquel cas, eh bien, il va être en mesure de le lire. Mais si par exemple, si c'est une image de Windows 10 en ISO, je ne suis pas sûr que avec VLC ça fonctionne. Vous avez peut-être raison, hein, j'en sais rien, mais j'ai un petit doute. Je pense que VLC sera plus capable d'ouvrir du fichier vidéo. Merci Louis-Paul en tout cas pour cette précision et j'en profite pour vous remercier aussi d'être actif sur le forum et de répondre aux gens, c'est vraiment sympa, donc merci beaucoup, merci de vive voix. Merci Louis-Paul. Allez, je vais prendre des questions un peu en dessous. Bernadette. Alors, bonjour Cédric, peut-on désinstaller Google Chrome et le réinstaller car en ouvrant celui-ci dans la barre d'outils, il est indiqué Astromeda Search. Je pense que c'est un virus alors que je ne me suis jamais servi de ce logiciel. Alors, en effet, Bernadette, ce que vous indiquez ici, vous avez certainement été infecté par des logiciels malveillants qui ont changé soit vos moteurs de recherche sur les navigateurs, soit un certain nombre de choses. Donc, il peut y avoir deux types de... Bon, sachez que c'est pas dramatique, hein. On peut se faire infecter sans que ce soit la catastrophe, hein. D'ailleurs, je vous en parlerai après, mais vous avez deux types d'infections. Vous avez les infections de type bénigne, on va dire, qui c'est juste un logiciel qui a changé votre moteur de recherche, et auquel cas le fait de désinstaller Google Chrome et de le réinstaller, ça ne corrigera pas forcément le problème. Dans ce cas-là, il faut vous rendre, je vais essayer de vous montrer. Est-ce que j'ai une fenêtre de Windows que je vais pouvoir de Chrome pardon que je vais pouvoir récupérer. Je vais partager mon écran. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, lorsque vous êtes dans Google Chrome, je vais essayer d'ouvrir la fenêtre qui est ici. Voilà. Vous avez la possibilité en haut à droite de vous rendre ici et de choisir paramètres. À partir de ces paramètres, vous allez avoir la possibilité de modifier ce qui se passe au démarrage. J'ai fait dans les vidéos outils, donc n'hésitez pas à aller voir comment ça se passe pour changer votre page d'accueil. Donc vous vous connectez à votre espace membre, ensuite vous allez dans les vidéos outils. À partir de là, vous devriez avoir changé la page d'accueil. Voilà, changez vos pages d'accueil sur les 4 navigateurs. Vous cliquez sur j'accède à ma formation. Vous regardez la vidéo et ça vous explique comment changer vos pages d'accueil sur les 4 navigateurs que sont Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer et Microsoft Edge. Donc ça se passe ici dans les préférences de Google Chrome où vous allez avoir la possibilité de changer à la fois ici votre page au démarrage et de changer la page du bouton d'accueil. Je vous le montre dans la vidéo plus en détail.
Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai peut-être dérivé, c'est peut-être pas de la page d'accueil dont vous me parlez, mais peut-être plutôt de, je vais revoir votre question, de votre indiqué comme Andromeda Search. Alors là, c'est peut-être plutôt le moteur de recherche qui a été modifié, et auquel cas, ça n'a rien à voir avec les pages d'accueil. Et le moteur de recherche par défaut, il se trouve ici dans Rechercher, en dessous. Et vous voyez, vous avez différentes choses. Donc vous pouvez cliquer ici sur Gérer les moteurs de recherche, et à partir de là, vous allez avoir un certain nombre de moteurs de recherche, dont le moteur de recherche dont vous avez parlé. Donc il y a deux possibilités. Soit c'est une toute petite infection, et auquel cas, eh bien, vous cliquez sur Google, vous faites un clic droit, et vous choisissez définir par défaut, ou même d'ailleurs, pardonnez-moi, vous avez la possibilité, lorsque vous allez survoler, de choisir utiliser par défaut. Donc moi, je ne peux pas faire sur Google puisque c'est déjà par défaut, mais voilà, si Google n'est pas par défaut, lorsque vous allez survoler, vous aurez utilisé par défaut. Et ensuite, une fois que vous aurez terminé de faire ça, vous pourrez supprimer en cliquant ici votre Andromeda Search, et en cliquant sur OK, vous retrouverez votre moteur de recherche. En revanche, si vous effectuez ces manipulations et que au prochain redémarrage de Google Chrome, vous avez toujours ces désagréments, à ce moment-là, l'infection est un tout petit peu plus ennuyeuse, et auquel cas, il faudra vous rendre sur le site, vous rendre dans votre espace membre, ensuite choisir la formation qui s'appelle un PC rapide et sain, et là vous allez retrouver un guide qui va vous montrer étape par étape comment nettoyer votre ordinateur pour ne plus avoir ces désagréments. Donc ici vous avez le guide, et vous avez également des vidéos d'aide qui se trouvent ici en plus du guide pour vous aider. Donc vous avez les étapes du guide en vidéo ici, vous cliquez sur des installations des logiciels, vous cliquez sur Play, ça vous expliquera comment désinstaller les logiciels. Ensuite, comment faire un nettoyage complet de votre ordinateur pour que votre PC ne soit plus infecté par tous ces logiciels malveillants qui ont pu s'installer à votre insu lorsque vous avez installé un logiciel, d'autres logiciels se sont installés, et auquel cas c'est comme ça que vous vous êtes retrouvé infecté. Une fois de plus, c'est pas dramatique, mais voilà, c'est toujours un peu pénible, d'autant que voilà, quand on a Google, on aime bien avoir Google comme moteur de recherche, et ce type de logiciel qui s'installe à notre insu, c'est la plaie d'Internet depuis plusieurs années maintenant. Voilà Bernadette, j'espère avoir été suffisamment précis dans ma réponse et que vous allez pouvoir vous en sortir. Sinon, vous n'hésitez pas, vous venez sur le forum, vous posez vos questions. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, soit dans les manipulations que je viens de vous indiquer ou directement dans le guide, vous n'hésitez pas. Voilà Bernadette. Alors, une question de Florence. Bonsoir Cédric, ma petite obsession du moment, comment transférer les mails de Free sur Gmail. Je suis envahi de spam chez Free, merci pour une prochaine vidéo peut-être. Alors, en effet, il faut que je fasse une vidéo. Je peux vous montrer dans les grandes lignes, mais il y a quelques petites subtilités que je ne pourrais pas vous montrer parce qu'il faut que je le fasse vraiment. Donc, vous avez la possibilité, grâce à Gmail, de rapatrier vos mails de vos différentes boîtes, que ce soit Free, que ce soit Hotmail, que ce soit un certain nombre de choses. Et grâce à ça, vous allez pouvoir bénéficier du filtre anti-spam de Gmail qui est très efficace. Et donc, ça filtrera vos messages. Vous pourrez également laisser une copie de ces messages sur le site de Free si vous souhaitez continuer d'utiliser Zimbra ou le webmail de Free pardonnez-moi, pour l'utiliser plus tard. Mais moi, c'est ce que je fais. Je récupère plusieurs adresses internet. Donc, comment faire lorsque vous êtes... il faut vous rendre sur Gmail. Donc là, je ne sais pas si je vais avoir la possibilité de le faire facilement. Je suis en train de réfléchir parce que je voudrais pas couper des choses avec les adresses. Bon, je vais quand même essayer de m'y rendre. Non, je vais pas m'y rendre. Je suis pas sûr de me souvenir de mes identifiants. Alors, on va quand même essayer. Je dois avoir une adresse quelque part. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, donc la première chose, évidemment, si vous n'êtes pas connecté à votre compte Gmail, il faut choisir se connecter. Moi, je vais mettre les choses. Je sais même pas si je vais me souvenir du mot de passe. Oh, miracle. Miracle, voilà. Donc là, on est sur un compte qui est pas du tout un compte que j'utilise, donc c'est inutile de m'écrire sur ce compte-là, évidemment. Je ne le regarde jamais. D'ailleurs, vous voyez, il y a 516 spams, 374 messages. C'est vraiment un compte que j'utilise
C'est vraiment un compte que j'utilise pour les besoins des démonstrations. Donc à partir de là, lorsque vous êtes connecté donc à votre messagerie Gmail, vous allez avoir la possibilité de vous rendre ici dans les paramètres et de choisir paramètres qui est à cet endroit-là. Je referai une vidéo, hein, ne vous inquiétez pas, je la mettrai dans les vidéos outils ou directement dans le cours thématique sur Gmail. Donc pour vous y rendre, vous allez sur votre espace membre, évidemment, et je pense que je le mettrai plutôt d'ailleurs dans Gmail. Donc vous choisissez ici accueil espace membre, vous choisissez cours thématique sur Gmail, et je la rajouterai à cet endroit-là. Donc vous vous rendez sur Gmail, ensuite vous allez vous rendre dans... je voudrais pas vous dire de bêtises parce qu'il y a deux choses, il y a compte et importation et transfert et pop et map. Je pense que c'est dans compte et importation. Je vais quand même le vérifier. Voilà. Et à partir de là, voilà, vous allez pouvoir choisir, consulter les messages des autres comptes avec le protocole POP. Donc vous allez choisir ajouter un compte de messagerie POP que vous possédez. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, vous allez mettre votre adresse email, donc votre adresse email chez Free, on va mettre n'importe quoi. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur étape suivante. À partir de là, il va vous demander des informations. Donc ça, ce sont des informations que vous allez pouvoir trouver sur Internet en fonction de votre fournisseur d'accès. Là, peut-être que ce sont les bonnes informations parce que comme Free, eh bien, comme chez Free, c'est quand même un fournisseur connu, ils ont peut-être mis les bonnes choses. Mais quoi qu'il en soit, vous avez différentes options que vous allez pouvoir ajouter et que je vous montrerai plus en détail dans la vidéo que je réaliserai, parce que là, il faudrait rentrer dans les détails d'ajouter un libellé, parce que c'est important d'ajouter un libellé pour bien distinguer les messages qui viennent de Gmail, les mails qui viennent de Free. En tout cas, c'est des habitudes que j'ai prises. Donc voilà. Et puis, si vous ne souhaitez pas qu'ils apparaissent dans la boîte de réception, mais directement dans le libellé, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de choses. Et il y a une autre option qui est juste après cette page qui vous demande si vous souhaitez avoir la possibilité d'envoyer des messages par l'intermédiaire de Free. C'est-à-dire que lorsque vous allez cliquer ici sur nouveau message, eh bien vous aurez, moi ici comme je ne l'ai pas paramétré, ça ne fonctionne pas, mais vous aurez la possibilité de choisir si vous souhaitez l'envoyer à partir de votre adresse Gmail ou à partir de votre adresse Free, pour que quand les gens vous répondront, eh bien ça arrivera soit sur votre Gmail, soit sur votre Free, pour que ce soit transparent pour les autres utilisateurs. Voilà, donc je ne vais pas rentrer plus en détail, je referai une vidéo vraiment spécifique par rapport à ça, tout simplement pour que ce soit plus pratique pour vous. Et là, je suis persuadé que j'ai oublié de partager mon écran, donc ça va être un petit peu embêtant. Donc, je vais vous remontrer rapidement. J'espère que les informations que je vous ai données vous permettront de vous souvenir de ce que je viens de dire. Donc vous vous connectez à votre compte Gmail et lorsque vous êtes dans Gmail, vous cliquez sur la croix qui est ici, la roue dentée, vous choisissez paramètres. Lorsque vous arrivez sur paramètres, vous choisissez compte et importation et ensuite vous choisissez ici ajouter un compte POP3 que vous possédez. Il y a la page dont je vous parlais qui est ici. Vous saisissez votre adresse email de chez Free ou de chez Hotmail ou de chez un autre fournisseur. Un autre fournisseur d'accès, vous choisissez étape suivante, c'est à cet endroit-là que vous aurez des choses à remplir. Voilà, j'avais oublié de partager mon écran, ça devait bien arriver. Donc en tout cas, voilà, c'est chose faite. J'ai partagé mon écran, vous avez vu, et je referai une vidéo, peut-être la semaine qui va venir, ou la semaine d'après, je ne sais pas encore trop, mais en tout cas, c'est noté. Voilà Florence, et grâce à ça, eh bien, vous aurez le filtre anti-spam de Gmail et puis les fonctionnalités de Gmail. Et l'avantage aussi de faire ça, moi c'est ce que je fais, je consulte 5 adresses en plus de la mienne sur mon compte Gmail. Ça permet bien de tout centraliser au même endroit. J'avais fait une vidéo pour montrer comment consulter différents comptes. C'est pas tout à fait la même vidéo, vous avez la possibilité de sectoriser les comptes. Et là c'est vraiment pour tout regrouper au même endroit. Voilà Florence. Alors Marcel, bonjour Cédric, peut-on désactiver Cortana? Alors oui, tout à fait, on peut désactiver Cortana. Alors j'ai pas, je vais faire des vidéos sur
un petit peu sur, enfin je vais continuer les vidéos Windows 10 de la formation. Je vais partager tout de suite mon écran avant d'oublier pour vous montrer. Je ne sais pas précisément à quel endroit ça se trouve, donc on va regarder ça ensemble, mais quoi qu'il en soit, vous retrouverez donc dans votre espace membre, dans la formation Windows 10, vous retrouverez les différentes vidéos et ça va être une vidéo sur la confidentialité et la confidentialité dans Windows 10. Lorsque on va modifier les paramètres, je ferai une vidéo spécifique pour la confidentialité parce que c'est une vidéo qui m'a été demandée. C'est vrai que voilà, Windows 10 a été notifié comme étant assez intrusif, ce qui est le cas honnêtement de tous les autres systèmes. Tout le monde cherche à récupérer nos informations. C'est pas forcément tout le temps dramatique, mais quoi qu'il en soit, voilà, je ferai une vidéo vraiment spécifique par rapport à ça. Et pour désactiver Cortana, je pense que ça se passe dans le menu démarrer, ensuite dans les paramètres. À partir de là, vous avez confidentialité. Et là, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on va pouvoir désactiver. Et je ne sais pas précisément à quel endroit ça se trouve. On peut chercher dans les paramètres. On va taper Cortana. Voilà, paramètres rechercher Cortana. Je ne sais pas précisément à quel endroit ça se trouve, mais vous pouvez effectuer les mêmes manipulations que moi. Pardonnez-moi, je vais tousser. Pardon. Donc vous vous rendez donc dans les paramètres puis dans confidentialité et en haut à droite vous avez recherché un paramètre, vous avez juste à taper Cortana et là vous aurez paramètres de Cortana et rechercher, vous cliquez dessus, donc ça devrait arriver et là je pense que voilà, vous pouvez désactiver Cortana. Cortana peut vous fournir des informations, des appels, etc. Vous cochez la case ici et Cortana sera désactivé. Vous pouvez aussi regarder les différentes choses qui sont là. Je vais les laisser activer même si je m'en sers pas, mais je me dis que voilà, ça peut enfin, j'ai pas envie de désactiver ça pour l'instant. Je regarderai plus en détail ce qui est important de désactiver dans la confidentialité, mais en tout cas voilà, vous savez comment désactiver Cortana. Et je donnerai plus de détails sur toutes les choses importantes à désactiver pour les questions de confidentialité. Mais j'en reparlerai évidemment dans ces formations Windows 10 qui vont continuer d'arriver si les soucis s'arrêtent d'affluer. Voilà, allez, je prends une question d'Albert. Bonjour Cédric, quand je reçois des diaporamas accompagnés par de la musique, bien souvent je n'ai pas le son, comment faire, merci. Alors Albert, je pense qu'il faut que vous installiez la visionneuse PowerPoint, qui est donc la visionneuse officielle de Microsoft. Peut-être que vous avez installé OpenOffice et que vos diaporamas se lancent soit avec l'outil directement intégré dans Windows 10. Je pense qu'il y a un outil pour lire les fichiers PowerPoint, mais rien de tel que d'avoir la visionneuse pour regarder les fichiers PowerPoint. Donc dans ce cas-là, je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. On va regarder, je vais repartager mon écran. Voilà. Et là, ici à cet endroit, donc dans l'accueil espace membre, dans toutes les vidéos gratuites, je vais faire une recherche rapide. Donc je presse la touche CTRL F pour faire apparaître la fonction de recherche. Je tape PowerPoint. Voilà, lire un fichier PowerPoint, c'est la vidéo numéro 15 dans les vidéos gratuites. Donc vous rendez à l'accueil de votre espace membre, vous choisissez toutes les vidéos gratuites et ensuite vous descendez jusqu'à arriver à la vidéo numéro 15. Et lorsque vous êtes à la vidéo numéro 15, c'est lire un fichier PowerPoint. Je vous explique en détail comment, elle est où la vidéo numéro 15, elle est là, lire un fichier PowerPoint. Je vous explique en détail comment installer la visionneuse PowerPoint. C'est assez simple, il faut se rendre sur le site de Google pour faire une recherche. Ensuite, vous tapez visionneuse PowerPoint. Suivez bien les indications que je vous ai indiquées dans la vidéo pour ne pas vous retrouver sur n'importe quel site. Vous voyez, on ne va pas la télécharger à partir de Clubic ni de comment ça marche, on la télécharge directement à partir de chez Microsoft pour ne pas récupérer de logiciels malveillants. Et à partir du moment où vous l'aurez installé, je pense que vous aurez accès au son et qui plus est, si vous la récupérez maintenant, vous aurez accès à la dernière version de la visionneuse PowerPoint, donc ça vous permettra aussi d'avoir les fonctionnalités qui vont bien, en théorie. Je pense que ça corrigera vos problèmes. Voilà, alors, est-ce qu'il y a des personnes à qui je n'ai pas encore répondu?
Alex. Alors, bonjour Cédric, quel est le meilleur canal Wi-Fi pour sa Livebox? Alors, c'est une bonne question à laquelle j'aurais pas forcément une réponse. La réponse que je vais pouvoir vous donner, c'est ça dépend aussi de vos voisins. Donc je ne sais pas si vous êtes en maison ou si vous êtes en appartement. Je ne sais pas comment ça se passe quand vous recherchez des réseaux Wi-Fi. Est-ce qu'il y a beaucoup de réseaux Wi-Fi autour? Auquel cas, eh bien, c'est par rapport à ça qu'il faudrait regarder, choisir un canal qui sera approprié pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec les réseaux voisins. Donc c'est un petit peu ça qui se fait. Je sais qu'il y avait quelques petites subtilités en fonction de la distance à laquelle vous souhaitiez vous connecter, mais je ne sais plus si c'est vraiment d'actualité et je ne sais surtout plus si c'est les canaux bas qui sont utilisés ou les canaux hauts, je ne sais plus trop. Vous pouvez éventuellement laisser en automatique si toutefois vous voyez que tout fonctionne bien et si toutefois vous voyez qu'il y a quelques perturbations. Quelques perturbations, vous avez la possibilité de changer les canaux, de les mettre manuellement pour voir celui qui fonctionnera le mieux. Après, peut-être une petite recherche sur internet pourra nous permettre d'avoir des informations un peu plus pertinentes que celles que je vous ai données. Malgré tout, je pense que elles le sont pas si impertinentes que cela. Je sais pas si on dit ça. Alors, quel canal Wi-Fi? Voilà, on peut choisir ça. Quel canal Wi-Fi choisir pour optimiser son débit? Donc voilà, quel canal Wi-Fi? Vous tapez quel canal Wi-Fi, on va en arriver ici, on va regarder si c'est pertinent. J'ouvre ça dans un nouvel onglet. Voilà, donc là vous avez les fréquences, ça a l'air d'être assez sérieux. Pour avoir il est fortement conseillé d'utiliser le canal 1, le 6 et le canal 11. En effet, les canaux Wi-Fi se recouvrent et il est préférable d'être sur un canal fortement utilisé plutôt que juste à côté. Voilà, les box récentes de différents fournisseurs d'accès Internet en France utilisent automatiquement un des 3 canaux recommandés, 1, 6, 11. Si vous souhaitez gagner en débit en changeant de canal, il est fortement recommandé de tester le 1, le 6 et le 11. Voilà, là vous trouverez je pense des informations qui sont beaucoup plus techniques que ce que je vous ai donné. Mais voilà, je pense que cette histoire de canal par rapport aux perturbations que vous pourriez éventuellement avoir par rapport à des voisins, ça peut être aussi pertinent. Voilà, si vous rencontrez des difficultés, là, je pense que c'est en règle générale d'utiliser ces canaux, mais si vous avez des perturbations, voilà, pourquoi ne pas changer? Voilà Alex, j'espère avoir répondu à votre question. En tout cas, si je n'y ai pas répondu, je pense que le site sur lequel on est allé répondra parfaitement à vos attentes. Donc vous rendez sur Google, vous tapez quel canal Wi-Fi et vous voyez c'est le premier résultat qui est très pertinent. Voilà Alex. Allez, David, à qui je n'ai pas encore répondu. Bonjour Cédric, bonjour David. Quelquefois Google Chrome me dit les règles concernant la confidentialité en bas à gauche. C'est quoi? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que je ris? C'est parce que moi aussi je l'ai et que en général, c'est quelque chose que je ne lis pas. Alors, je ne fais pas ça pour tout. Il y a des fois, je jette un petit coup d'œil. C'est assez rare quand même, malgré tout, quand on voit les pavés. Ce sont des règles sur la confidentialité que Google doit être obligé de vous indiquer. Voilà, où il vous explique, à mon avis, il récupère des statistiques, il récupère des choses, il récupère ce genre de choses, et il vous demande de les valider tout simplement parce qu'il y a peut-être des lois qui évoluent et ils sont obligés de dire, comme par exemple la loi sur les libertés, où ils sont obligés de vous dire qu'ils gardent vos informations, que vous pouvez les modifier, etc. Donc je pense que c'est ce genre d'informations. Il y a des lois qui doivent passer ou des évolutions de leurs conditions générales d'utilisation et qui, où ils sont obligés de vous prévenir. Donc je pense que c'est ça. Moi en général je clique sur j'accepte, c'est pas très sérieux, mais en même temps je peux pas faire autrement. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, je pourrais pas leur dire non ça me plaît pas et j'utilise pas votre service. Donc j'essaye de faire, il y a un certain nombre de sites et d'éditeurs à qui je fais confiance, que ce soit Google, que ce soit Amazon. Voilà, je veux dire, on est sur des choses sérieuses. Après, j'utilise leurs produits. Ils font des produits gratuits, je les utilise. Je joue le jeu aussi, donc voilà. J'ai pas beaucoup plus d'informations à vous donner là-dessus, mais je suis pas sûr que ce serait des choses pertinentes. Si vous avez vraiment envie de savoir ce que c'est, il faut le lire. Mais je pense que c'est la teneur, ce sera les choses dont je vous ai parlé. Voilà David, merci pour votre question.
Alors, je regarde s'il y a des personnes à qui j'ai pas encore répondu. Non, eh bien, je vais continuer alors. Philibert, peut-être j'ai pas répondu à Philibert. Bonsoir Philibert. Je pense qu'il y a moyen de bloquer. Ah oui, si, dans Google Chrome, tout au moins. Je pense qu'il y a moyen de bloquer les pop-up dans Google Chrome, tout au moins. Alors, Philibert, je sais plus si c'était par rapport à votre question sur Firefox, oui, c'est certainement possible sur Google Chrome de bloquer les pop-up. C'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser AdBlock parce que c'est le meilleur bloqueur de pop-up et de pub et de tout ça. Donc c'est vrai que avant je l'utilisais pas. Et maintenant que je l'ai essayé, il se réinstalle automatiquement parce que mon Google Chrome se synchronise avec mes plugins, avec mes favoris, avec tout ça. C'est aussi un des avantages d'utiliser Google Chrome, en tout cas en ce qui me concerne avec mon adresse Gmail. Mais c'est vrai que c'est vraiment un outil fabuleux. Donc voilà, si vous ne l'avez pas installé, vous pouvez l'installer. Comme vous pouvez désactiver ponctuellement certains sites, ça vous permet vraiment de choisir de choisir un peu tout. Mais c'est vraiment pratique sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de publicité et même sur Internet en général. Et c'est possible que dans Google Chrome, il y ait une fonction pour bloquer les pop-up. Je vous avoue que j'ai pas trop regardé. On pourra regarder éventuellement si la question vous intéresse. N'hésitez pas à la remettre. On regardera ensemble si vous voulez vraiment avoir cette précision. Voilà Philibert. Alors, Albert. Bonjour à tous, Cédric, tout est ok. Bon, c'est parfait. Je me souviens plus tout à fait de votre question, Albert, mais content en tout cas que ça refonctionne. Alors, je vais prendre une question d'Alex. Alors, merci Cédric, je vais essayer la réponse que vous m'avez adressée en toute décontraction, tâtonnant que je suis. D'accord Alex, eh bien je vous laisse tester tout ça, et puis si ça fonctionne, très bien. Si ça fonctionne pas, vous n'hésitez pas, soit vous reposez votre question ici, soit directement... soit directement vous pouvez la poser sur le forum, il y aura forcément quelqu'un qui pourra vous proposer une réponse, que ce soit moi ou les personnes qui participent, donc n'hésitez pas. Allez David, alors comment libérer de la place sur le disque C? Alors, comment libérer de la place sur le disque C? C'est une bonne question. Déjà, est-ce qu'on peut libérer de la place sur le disque C? Ça dépend. Donc, je vais partager mon écran, on va regarder un petit peu mon disque C. Écran, partager. Alors, mon disque C, déjà j'ai plusieurs disques durs. J'ai plusieurs disques durs physiques. Parce qu'on peut avoir des disques durs virtuels et des disques durs physiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, dans mon ordinateur, j'ai 3 fois une boîte, 3 fois un disque dur, enfin un SSD et 2 disques durs, qui me permettent de stocker des informations. Donc j'ai 3 disques durs physiques, c'est 3 boîtes distinctes. Et on peut avoir des disques durs virtuels, c'est-à-dire on a un disque dur par exemple qui fait 2 teraoctets et on peut l'avoir partagé en 2 disques qui font 1 teraoctet chacun, ou 3 disques, un d'un tera, 2 de 500, enfin bref, vous avez compris le principe. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de libérer de l'espace sur le disque C? On n'en a pas forcément toujours besoin. Vous voyez, par exemple, ici, moi, mon disque est bien. Si toutefois vous avez beaucoup de choses, ce qu'il faut savoir, c'est que votre disque local, dans la plupart des cas, va accueillir vos documents, votre musique, vos images, tout ça. Donc ça, vous pouvez soit les retrouver directement dans les dossiers qui sont accessibles lorsque vous êtes sur Windows 10 ou sur Windows 8 à partir de ce PC, mais également dans poste de travail ou ordinateur si vous êtes sur Windows XP ou sur Windows 7. Et à partir de là, à partir de là, vous allez avoir la possibilité de rentrer dans le disque dur, de rentrer dans l'utilisateur, de rentrer dans votre nom d'utilisateur, et à partir de là, vous aurez les différents dossiers qui sont disponibles, que ce soit les documents, que ce soit les images, que ce soit un certain nombre de choses. Moi, je stocke très peu sur mon disque C, parce que je les stocke sur mon NAS et parce que avec les sauvegardes je n'utilise pas trop le disque C, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il me reste de l'espace. Donc dans mon disque C, qu'est-ce qu'on y trouve? Essentiellement les applications que j'ai installées. Donc c'est un SSD, c'est pour ça que la capacité est beaucoup moins importante que les autres disques durs qui sont là. C'est parce que c'est mon disque système qui est beaucoup plus réactif, donc je mets le moins de choses possible, mais vous avez la possibilité de faire le ménage soit en transférant des choses sur un autre disque dur si vous avez un disque dur externe ou éventuellement un autre disque dur en local. Donc ça c'est une des solutions pour gagner de l'espace directement depuis le disque C. Et après, il n'y a pas grand chose à faire d'autre parce que ce sont des choses qui
pardon, des choses qui ont été stockées. Ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement utiliser CCleaner si ça fait vraiment longtemps que vous ne l'avez pas utilisé. CCleaner, c'est un logiciel qui va vous permettre de nettoyer les fichiers temporaires. Donc si vous naviguez beaucoup sur Internet, vous pouvez également avoir un grand nombre de fichiers. C'est vrai que moi, il m'arrivait d'aller chez des clients et il y avait certains clients qui avaient énormément de fichiers temporaires. Ça pouvait représenter des gigas, hein, plusieurs gigas. Moi, j'avais tendance à sourire quand j'allais chez les clients et qu'il y avait ça. Et un jour, j'ai utilisé CCleaner parce que je l'avais quasiment jamais utilisé. Et moi, j'avais un fichier temporaire qui faisait 15 gigas, ce qui est relativement énorme. Donc voilà, avec CCleaner, vous aurez la possibilité de vider les fichiers temporaires de vos navigateurs. Et ça vous permet également de gagner de la place. Donc pour utiliser CCleaner, soit c'est relativement facile, vous le téléchargez, soit vous pouvez sinon vous aider. Je vais revérifier que j'ai partagé mon écran, oui c'est bon. Soit vous pourrez vous aider d'une vidéo qui se trouve dans mon PC toujours au top. Et je pense que là, alors je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle cette vidéo sur CCleaner. Il faudra que vous cherchiez un peu parce que je sais plus. Ça doit être dans nettoyage, ce sera donc dans ces vidéos-là. Votre ordinateur, un système qui démarre plus vite, optimisation de la base de registre, supprimer, c'est inutile, mise en garde. Le nettoyage fini. Bon, il faudra regarder voilà, dans la section nettoyer. Et là, il y a l'utilisation de CCleaner et ça vous montrera comment l'utiliser. Voilà, donc pour ce faire, vous rendez à l'accueil de votre espace membre, vous vous connectez surtout vous choisissez connexion et ensuite vous allez dans mon PC toujours au top et vous trouverez l'utilisation pour CCleaner. Voilà David, c'est un premier début de réponse, il y a certainement d'autres moyens de nettoyer, de supprimer des choses. En revanche, faites très attention lorsque vous allez faire ça. À la fois quand vous allez si toutefois vous déplacez des choses de C vers un disque externe. Donc sachez que le fait de déplacer, c'est en rien une sauvegarde, c'est juste un déplacement. C'est-à-dire que si votre disque externe sur lequel vous avez mis vos photos, votre musique ou ce genre de choses, votre disque externe ne fonctionne plus, vous aurez perdu les choses. Donc la sauvegarde, c'est avoir plusieurs fois la même chose sur différents supports. Là, le déplacement, pour éventuellement donc libérer de l'espace, c'est vraiment pas du tout... c'est vraiment pas... il faut vraiment le faire en se disant qu'on a une sauvegarde ailleurs. Là, c'est vraiment pour libérer de l'espace si vraiment vous avez besoin de libérer de l'espace. Voilà, David. Alors, Philibert, est-il possible de surfer totalement anonymement sur le web ? Le navigateur Tor est-il fiable ? Alors, je ne connais pas le navigateur Tor. On peut regarder à quoi ça ressemble. Je vais partager mon écran. Est-ce qu'on peut naviguer de façon totalement anonyme sur le web ? Ça doit être possible. Je pense que ça doit faire appel à un certain nombre de compétences. Malgré tout, ce que vous devez savoir, c'est que c'est assez pénible que j'ai cette page-là. Lorsque vous allez sur Internet, sachez que votre fournisseur d'accès log toutes les choses que vous faites. Donc ils ne s'en servent pas en théorie et je ne sais pas où on en est au niveau du gouvernement. Est-ce qu'ils peuvent accéder assez facilement à ça ? Est-ce qu'ils peuvent demander un peu tout aux fournisseurs d'accès ? Je ne sais pas. Il y a eu un cas là, c'est surtout aux États-Unis là où le FBI a demandé à Apple de les aider à débloquer un téléphone. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est un peu le même registre. Jusqu'où le gouvernement peut aller pour avoir des infos. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'on peut naviguer de façon totalement anonyme ? Honnêtement, je ne sais pas. Alors, comme je ne connais pas, on va chercher navigateur Tor. Voilà. Ah, donc c'est quelque chose qu'il faut installer, d'accord. Je ne sais pas forcément ce que je vais faire. Télécharger Tor Browser. Après, ce que vous pouvez faire, c'est pour avoir plus en détail, parce que moi, c'est pas vraiment ma spécialité, l'anonymat. Voilà, la seule chose que je fais, c'est d'utiliser la navigation privée, qui est vraiment le basique du basique, voilà, qui est surtout pour pas loguer un historique, qui est surtout pour ne pas faire ce genre de choses. Donc pour ce faire, quand vous êtes sur Google Chrome, vous appuyez là sur la touche CTRL majuscule N, ou alors vous allez en haut à droite et vous choisissez
nouvelle fenêtre en navigation privée. Donc là, c'est vraiment une toute petite navigation privée, hein. Il vous l'explique ce que c'est ici exactement. Donc il n'y a pas d'historique qui est enregistré sur votre ordinateur, il n'y a pas de recherche qui est, qui est enregistrée, il n'y a pas de favoris. C'est vraiment la version mini de ça. Mais je ne suis absolument pas spécialisé dans le domaine par rapport à la navigation comme ça, par rapport au proxy, par rapport aux différentes choses qu'on peut utiliser pour vraiment être anonyme. Peut-être que Tor voilà, vous permettra de le faire. Voilà. Si vous voulez, c'est pas quelque chose qui m'intéresse dans le sens où l'anonymat, c'est difficile aujourd'hui d'être anonyme sur Internet quand on utilise Facebook, quand on utilise LinkedIn, quand on utilise tout ce genre de choses. Donc, voilà, j'ai oublié de quitter mon Skype, pardon. Donc, c'est vraiment quelque chose. Voilà, je me dis, les informations, ils peuvent les récupérer dans un grand nombre d'endroits. Donc, voilà, je sais pas. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous aider. Mais si vous faites une recherche sur Internet, je pense que vous pourrez vraiment trouver votre bonheur. Naviguer de façon anonyme. Vous voyez, il y a déjà beaucoup de gens qui ont recherché ça. Et donc sur le site, peut-être comment ça marche, c'est vraiment un bon forum. Peut-être qu'il y aura quelque chose de pertinent. Voilà, je pense que ça sera plus intéressant de vous rendre sur ce site, comment ça marche, en ayant tapé dans Google naviguer de façon anonyme. Ça vous permettra de mieux comprendre comment rester anonyme par rapport à tout ça. Ce sera une première... là, ils n'ont pas l'air de parler de Tor. Site web de navigation anonyme. Ah bah si, ils en parlent ici, pardon. Les principaux logiciels de surf anonyme sont les suivants: TorPark, Jap, Tor, etc. Enfin voilà, je vous laisserai jeter un coup d'œil sur cet article parce que voilà, c'est pas du tout ma spécialité, c'est pas, enfin voilà, je ne me renseigne pas non plus sur tout parce que le domaine de l'informatique est vraiment très vague. Donc c'est vraiment je pense que voilà, vous trouverez des informations très pertinentes sur Internet. Et encore une fois de plus, voilà, si vous avez besoin de compléments, si vous avez besoin si vous n'avez pas trouvé votre bonheur sur Internet tout seul, vous pouvez poser vos questions sur le forum. Moi, c'est assez facile pour moi de trouver des informations. Donc voilà, je vous partagerai des liens si vous avez besoin. Voilà, n'hésitez pas en tout cas, Philibert. Alors, Yvette, pour cacher son IP, on peut peut-être utiliser un VPN. Tout à fait, Yvette, c'est très pointu comme réflexion, absolument. On a la possibilité, donc en utilisant un VPN, enfin, un VPN, ça va pas forcément masquer son adresse IP, ça va changer son adresse IP ponctuellement. Par exemple, on peut utiliser un VPN pour faire croire à Netflix, qui est une plateforme de téléchargement, que on est aux États-Unis pour avoir accès au catalogue des États-Unis. Donc ça, c'est très à la mode. Il y a des VPN payants, il y a des VPN gratuits, et certainement par l'intermédiaire de VPN, on doit avoir la possibilité de masquer son adresse IP, de masquer l'endroit. Mais bon, encore une fois, c'est pas du tout ma spécialité. Là, on rentre dans des domaines qui, voilà, être anonyme, c'est certainement bien, hein, mais ce n'est pas mes préoccupations. Mais oui, tout à fait, Yvette, c'est pointu comme réflexion. Alors, David, je voudrais avoir un rond jaune comme le vôtre pour ma souris. Alors, David, ce qu'il faut savoir, c'est que le rond jaune, il apparaît parce que j'ai un logiciel qui permet, lorsque je fais le montage vidéo, de dire je voudrais que ma souris ait un rond jaune autour. Ça n'est pas une fonctionnalité de Windows. En revanche, j'ai fait une vidéo parce que voilà, ça a été un sujet qui a été beaucoup demandé, beaucoup de gens voulaient avoir le rond jaune, et donc il y a plusieurs choses qui sont disponibles. La première, c'est... Ah, il ne faut pas que j'oublie de partager mon écran. La première, donc, c'est en vous rendant directement dans votre espace membre. Donc ça doit être ici. Je vais fermer un petit peu les différentes fenêtres que j'avais ouvertes pour pas que... Voilà. Donc en accédant à votre espace membre, vous avez il me semble que je l'ai mis dans toutes les vidéos gratuites. Ou les vidéos outils, je sais plus. On va regarder toutes les vidéos gratuites. Ça doit être là, toutes les vidéos gratuites. Voilà.
la vidéo numéro 78, ajouter un rond jaune sous votre souris. Donc vous pouvez cliquer sur j'accède à ma formation. Là, vous aurez bien l'explication comment faire. Si ce n'est que j'ai omis un petit détail dans la vidéo et du coup je ne l'ai pas retourné, mais je vais vous l'indiquer maintenant. Donc là, vous avez la vidéo qui vous explique comment faire. Et là, j'ai créé un rond jaune. Et sinon, vous avez également sur le forum un sujet spécifique pour le rond jaune qui a été créé. Il y a eu différentes choses, donc vous pouvez cliquer ici sur l'ampoule pour choisir rechercher, vous tapez rond jaune et on devrait trouver un certain nombre d'informations. Voilà. À propos du lien de téléchargement sur la flèche du rond jaune, vous regardez ici, c'est un sujet qui a eu beaucoup de parce que un grand nombre d'entre vous ont souhaité l'intégrer, et puis voilà, des gens comme Raymond ont carrément créé d'autres curseurs personnalisés, et il y a Denis, il me semble, qui nous a expliqué comment est-ce qu'on pouvait créer un curseur personnalisé, et Raymond également qui nous a expliquer tout ça. Donc vous pourrez trouver votre bonheur donc soit directement dans la communauté FIAC, ou alors ici dans votre espace membre pour avoir la procédure. La seule chose que j'ai oublié en fait lorsque j'ai indiqué cela, c'est que avant de dire à Windows que vous souhaitez ajouter le rond jaune que j'ai créé, qui est ici, il faut d'abord mettre ce rond jaune dans le dossier qui est dans explorateur de fichiers, puis dans disque local, puis dans Windows, puis dans curseur, me semble-t-il. Voilà, à cet endroit-là. Et donc il faut mettre le rond jaune que vous pouvez télécharger ici, et il faut mettre dans curseur avant d'effectuer les manipulations pour dire à Windows que vous souhaitez l'ajouter. Voilà, c'est une petite précision que j'avais oubliée, et du coup si vous ne faites pas ça, le rond jaune disparaît à chaque fois que vous redémarrez Windows, et il vous faut le rajouter à chaque redémarrage. Donc c'était pas envisageable, c'était un peu très pénible. Donc voilà, il faut faire cette manipulation avant que je voulais indiquer. Peut-être je rajouterai sous la vidéo la procédure, puisque je l'ai oublié ici. En tout cas voilà, soit directement dans votre espace membre dans les vidéos gratuites, soit directement sur la communauté FIAC. Il y a eu un sujet qui a été posté parce qu'il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé, puisque vous étiez très nombreux à vouloir réaliser ça. Donc voilà, vous avez ces deux informations, David, qui vous permettront d'avoir tout ça. Alors, Marcel. Bonjour Cédric, peux-tu nous faire un lexique sur les touches raccourcis Windows ? Alors, oui, j'avais fait une première vidéo sur les raccourcis de Windows 7. Alors, je vais repartager mon écran. Il me semble où j'avais fait une vidéo, donc retour sur les vidéos gratuites. Donc, dans toutes les vidéos gratuites auxquelles vous pouvez accéder depuis votre espace membre. Là, je vais faire raccourcis. Voilà. On va chercher. Voilà, les raccourcis de Windows 7. Donc c'est la vidéo numéro 23. Et là, à partir de là, lorsque vous allez cliquer sur j'accède à ma formation, vous allez avoir un certain nombre de raccourcis qui sont encore valables sur Windows 10. Ça, c'était pour Windows 7 que je l'avais fait. Et qui sont encore valables pour Windows 10. Donc ça, c'est une première étape parce que ce sont vraiment... pardonnez-moi. Ce sont vraiment des raccourcis que j'utilise énormément pour verrouiller le poste de travail, pour, comme je vous disais, pour afficher la commande exécutée Windows R, un certain nombre de choses. Donc ça, c'est une première vidéo que vous pouvez regarder. C'est la vidéo 23 des vidéos gratuites. Et j'ai fait récemment, il me semble également, dans les vidéos gratuites, ça doit être la dernière vidéo que j'ai faite qui est là, la 80. 11 astuces indispensables pour utiliser Chrome. Vous avez des raccourcis clavier, mais là, spécifiques pour Chrome. Donc là, qui vous permettent de rajouter des nouveaux onglets, qui vous permettent de passer d'un onglet à l'autre. Vraiment, c'est vraiment des raccourcis très pratiques pour Google Chrome si vous l'utilisez. Donc je vous conseille vivement de regarder cette vidéo-là. Donc c'est la vidéo 80 et la vidéo 23. Que je vous dise pas de bêtises, je vais quand même le reconfirmer. Accueil de votre espace membre, toutes les vidéos gratuites. À partir de là, vous allez dans la vidéo 23, voilà, les raccourcis clavier de Windows 7. Et je referai peut-être une édition pour la version Windows 10. Je ne sais plus si je l'avais prévu. C'est pas impossible. Je vais me rendre sur l'accueil parce que j'ai ici vos idées vidéo. À partir de là, formation Windows 10, c'est là.
Et là, il me semble que j'ai... Alors, attendez, CTRL F, raccourci. Voilà. Ah non, ça c'est rajouter des raccourcis des tuiles. Et l'autre... Voilà, les raccourcis indispensables de Windows 10. Donc là, j'ai pas encore tourné cette vidéo, mais c'est en prévision. C'est-à-dire que je ferai une vidéo spécifique dans la formation Windows 10, donc à l'accueil de l'espace membre formation Windows 10. Là, la vidéo numéro 30, quand je l'aurai faite, bon pour l'instant elle n'est pas disponible parce que voilà, je l'ai fait au fur et à mesure, parce qu'il y a un grand nombre de vidéos que je dois tourner. Donc là, la vidéo 30 n'est pas disponible, mais quand elle sera disponible, voilà, ce sera pour les raccourcis clavier de Windows 10. Voilà, Marcel. Alors, David, oui, je les ai. Je sais plus tout à fait là. Mon cerveau commence à se déconnecter. 18h43. Alors, oui, je les ai. Je sais pas. Peut-être c'était sur le rond jaune, mais comme vous avez posé plusieurs questions. Bah, en tout cas, si vous avez besoin d'un complément, vous n'hésitez pas, vous remettez votre question, David. Alors, Alex. Rebonsoir. Rebonsoir. Je suis sous Windows 10. Quand je travaille sur un tableau, quadrillage, j'ai du mal à maintenir la même taille de police en passant de case en case. Je vous remercie pour votre réponse. Alors, Alex, je suppose que vous faites allusion à un tableur. Je suis sous Windows 10. Quand je travaille sur un tableau, j'ai du mal à maintenir la taille de la police en passant de case en case. Alors, moi j'utilise Word 2007. Pourquoi ? Eh bien parce que je l'avais acheté et que j'ai pas acheté les nouvelles versions et que ça me suffit largement. Donc il devrait se lancer et je devrais pouvoir vous montrer comment on fait. Ah voilà, ça y est. Donc j'utilise Word 2007, mais si vous utilisez OpenOffice, ça devrait être quelque chose d'assez similaire. Donc là, je vais le passer en plein écran, je vais partager mon écran. Essayez de ne pas oublier. Donc lorsque vous êtes sur Excel ou sur OpenOffice, ça reviendra au même, ou sur LibreOffice. Voilà, LibreOffice et OpenOffice, ce sont deux suites qui intègrent un traitement de texte et un tableur, qui sont gratuites, que vous pouvez télécharger directement sur Internet. Et ça vous permet voilà, soit de faire votre comptabilité, soit de créer des tableaux pour des associations, soit voilà, un certain nombre de choses. Et à partir de là, vous allez pouvoir avoir des cellules, des cellules dans lesquelles vous allez pouvoir mettre du texte. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que en théorie, dans les cellules, c'est tout le temps pareil. Vous voyez, là, c'est un tableau que j'ai créé, que je viens d'ouvrir, et tout est pareil. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité donc soit de sélectionner une partie et de dire que dans cette partie, vous voulez que ce soit, j'en sais rien, moi, on va mettre une police pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Arial Black, par exemple, on va mettre Arial Black en 20 pour voir la différence. Donc vous voyez, si j'écris ici, je suis en Calibri, et si j'écris ici, je suis en Arial 20, puisque j'ai changé pour la zone qui était définie, je ne sais plus exactement à quel endroit, mais quand vous cliquez dessus, vous voyez, lorsque je passe d'une cellule à l'autre, ici je suis sur cette cellule-ci, quand je choisis ici, vous voyez, c'est Calibri 11, et si je passe sur la cellule d'à côté, je suis en Arial Black 20, puisque j'avais fait cette sélection-là, et que j'avais dit que dans toutes ces cellules, je voulais que ce soit de l'Arial Black en 20. Alors, ce que vous pouvez faire, là, je vous ai montré sur une sélection. Pour faire une sélection, vous appuyez sur votre clic gauche en restant appuyé de votre souris et vous la glissez pour avoir accès aux différentes choses. Ce que vous pouvez faire également, c'est que vous pouvez interagir directement sur une colonne. Donc là, par exemple, la colonne H, je la sélectionne en cliquant sur la lettre H qui se trouve ici. Vous voyez, il y a une flèche, ça change un petit peu. Donc là, ça va sélectionner toute la colonne H et à partir de là, je peux lui dire que dans toute la colonne H, je veux que ce soit de l'Arial Black en 15 par exemple. Voilà. Et donc, dans toutes les cellules de la colonne H, j'aurai du Arial Black en 15. Vous voyez, quel que soit l'endroit où je la prends. Et si je me mets à côté, je me retrouve bien en Calibri 11. Donc ça, vous avez vu pour une sélection partielle de votre document. Pour une sélection en colonne, vous pouvez également faire une sélection par ligne en cliquant sur le numéro de ligne, donc en cliquant sur 9, en cliquant, etc. Et vous avez également la possibilité de modifier l'intégralité de votre document en cliquant sur le point
qui se trouve au-dessus du 1 et à gauche du A. Et ça va avoir pour effet de sélectionner toute votre feuille de calcul. Et à partir de là, vous pouvez choisir Calibri, choisir 11. Et là, eh bien, toutes vos cellules pardonnez-moi, vont redevenir en Calibri 11. Alors, comment est-ce que j'ai fait ? Puisqu'il y avait Calibri 11 de sélectionner, eh bien tout simplement, donc j'ai cliqué ici pour tout sélectionner sur ma feuille de calcul, j'ai cliqué sur Calibri, j'ai appuyé sur la touche Entrée, j'ai appuyé sur 11 et j'ai cliqué sur 11 et j'ai appuyé sur la touche Entrée, et donc ça a validé pour chaque cellule, toutes les cellules sont repassées désormais en Calibri 11, qui est donc la police par défaut sur Excel 2007. Peut-être vous c'est différent sur OpenOffice, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que vous allez avoir la possibilité, soit en faisant une sélection, soit en faisant une sélection ponctuelle sur votre document, soit une sélection en colonne, soit une sélection en ligne, soit une sélection globale de votre feuille de calcul. Et il me semble, je n'en suis pas 100% certain, mais que vous avez la possibilité de terminer la police que vous souhaitez à chaque fois que vous créerez un nouveau document. Je n'en suis pas totalement sûr, mais je pense que ça doit se trouver dans les préférences. Et ça dépend de la version que vous utilisez, soit de Word, soit d'Excel, soit d'OpenOffice. Donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails par rapport à ça. Mais je pense que vous avez la réponse à votre question. En tout cas, si je l'ai bien comprise. Voilà Alex. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un complément, de rajouter. Alors, Philibert, petite question. Un peu futile en passant. D'où viennent les bizarreries informatiques que l'on rencontre parfois, du genre les icônes qui ont changé de place sur le bureau le matin en allumant son PC? Alors, c'est quelque part une bonne question, Philibert. Pourquoi ? Parce que eh bien, ça va me permettre de vous parler justement de ces bizarreries de l'informatique, de ces bugs. J'en parle quand même relativement souvent dans mes vidéos. L'informatique, c'est quelque chose de vaste, c'est-à-dire ça met en interaction énormément de choses. Déjà, premièrement, le matériel que vous utilisez. Ensuite, le système d'exploitation que vous utilisez. Ensuite, les logiciels que vous utilisez. Ensuite, voilà, tout un nombre de paramètres qui doivent coexister. Et donc, il ne faut pas s'étonner que des fois, voilà, il y a des bugs, l'ordinateur il plante, l'ordinateur il s'arrête, l'ordinateur si. Bon, après, il peut y avoir des pannes matérielles, évidemment. Mais quoi qu'il en soit, quand on utilise un ordinateur, et d'ailleurs, avant, j'avais l'habitude, lorsque je tournais mes vidéos, de couper quand j'avais des problèmes, quand je rencontrais des difficultés, ou voilà. Et maintenant, je le laisse pour que vous puissiez vous apercevoir que quand on pratique l'informatique, on rencontre tout le temps des difficultés. Et moi, c'est en permanence. Plus vous faites d'heures d'informatique et plus vous allez rencontrer des difficultés. Après, il y a des difficultés qui sont plus ou moins ennuyeuses que d'autres. Là, par exemple, la semaine dernière ou la semaine d'avant, il a fallu que je réinstalle mon PC parce que j'avais des soucis. Et donc, voilà, quand j'en arrive à réinstaller mon PC, c'est que j'ai des gros soucis et parce que j'y vais quand même à reculons, ça me prend quand même du temps, quoi. 1 journée, 2 journées, 3 journées, des fois, le temps de retrouver mon environnement de travail. Mais voilà, sachez que je rencontre des difficultés en permanence. Et après, voilà, il faut pas s'inquiéter. Il faut regarder sur Google, savoir si d'autres gens ont eu le même problème, savoir comment est-ce qu'ils l'ont résolu. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça l'informatique. Hein. On a l'impression que c'est une science précise, que voilà, c'est des 0 et des 1. Oui, c'est des 0 et des 1, mais mis un peu dans tous les sens et un petit peu en secouant tout ça, on arrive à des choses qui créent des interactions et qui font qu'on peut ne pas avoir des bugs. Voilà. Les bugs dont vous parlez par exemple. Il peut y avoir des problèmes de fichiers, votre ordinateur qui s'est mal éteint, un fichier qui s'est mal enregistré, un fichier qui a été remplacé par un autre quand vous avez installé un logiciel, une DLL, c'est-à-dire un fichier bibliothèque qui ne fonctionne plus correctement. Voilà, c'est ça l'informatique, c'est beaucoup d'interactions. Et voilà, il ne faut pas s'inquiéter, il faut prendre les choses sereinement. Il faut utiliser Google pour avoir des informations. Il faut utiliser le forum si vous êtes membre plus pour avoir des premières pistes si vous ne savez vraiment pas dans quelle direction chercher. Et voilà, c'est tout simplement ça. Le plus important, c'est de ne pas paniquer, c'est de ne pas s'inquiéter, c'est de ne pas se mettre la pression. On y va tranquille. On cherche. Si éventuellement votre ordinateur est réellement en panne, vous pouvez toujours aller chez un ami pour avoir soit des conseils, soit utiliser son ordinateur ponctuellement. Si vous avez 2 ordinateurs, si vous avez une tablette, si vous avez un téléphone, voilà. On trouve toujours les solutions dès lors où on sait à qui s'adresser. Et avec Google, voilà, c'est
extrêmement rare qu'on ne trouve pas la solution. Moi, ça m'est déjà arrivé parce que c'était vraiment très complexe ou que je ne savais pas trop comment chercher, soit il me manquait le vocabulaire, mais en tout cas, voilà, c'est c'est comme ça. Des fois, si vous voulez, par exemple, pour les icônes qui changent de place, ça peut être tout simplement votre Explorer qui plante, votre explorateur, pardon, votre explorateur de fichiers. Et voilà, et donc les icônes se réinitialisent à la dernière position où il connaissait que ça fonctionnait, et c'est pour ça que ça crée ça. Donc ça peut être un problème avec votre explorateur, ça peut être un problème avec l'interaction d'autres logiciels, voilà, bref, c'est... je vais éternuer, est-ce que je vais éternuer? C'est malheureusement et heureusement le monde de l'informatique, voilà, il faut faire avec. Et dès lors où vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas mort d'homme, et ben voilà, les soucis arrivent, on les résout. C'est aussi ça la magie de l'informatique, ça nous permet d'apprendre, ça nous permet d'être de plus en plus à l'aise. Voilà, ce qui est important, c'est de regarder le chemin qui a été parcouru depuis que vous avez commencé, quel que soit le moment où vous avez commencé. Si vous avez commencé hier ou il y a 3 jours, eh ben vous en savez plus qu'il y a 3 jours. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance. Moi, ça fait très très longtemps que je fais de l'informatique, j'ai commencé à 14 ans. Donc voilà, j'ai appris des nouvelles choses, comme ça me passionnait. C'est sûr que maintenant j'en connais un certain nombre, mais je suis loin de tout connaître, c'est tellement vaste que voilà. L'important c'est de faire ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie, et voilà. C'est ça qui est génial avec l'informatique, c'est que vous pourrez tout faire. Vous pourrez tout faire, ce qui peut être totalement différent de votre voisin. Il faut vraiment pas, il n'y a pas de modèle, quoi. Il faut faire ce qu'on a envie de faire et apprendre ce qu'on a envie de faire, sinon on n'apprendra rien. Voilà, j'ai un peu, j'ai un peu dévié de votre question, Philibert, mais je pense que c'est une précision qui est importante pour tout le monde. Francis qui nous a rejoint. Bonsoir Francis, donc bonsoir Cédric. J'ai voulu faire une clé bootable Windows 10 suivant votre procédure, mais ne trouve pas la proposition sur clé ou disque dur. Merci, je n'ai pas la même fenêtre que vous depuis votre lien. D'accord, alors on va essayer, voir si... alors Francis, est-ce que vous pouvez apporter quelques précisions, savoir si vous êtes sur Windows 10, parce que c'est vrai que vous me le précisez certainement, enfin toutes et tous, mais c'est vrai que... bon voilà, je m'en souviens pas, donc n'oubliez pas de préciser sur quel système d'exploitation vous êtes, pour que je puisse vous répondre plus en détail. Néanmoins, on va quand même regarder. Je vais partager mon écran et on va voir si je vais avoir les mêmes choses. Alors, à quel endroit je vais trouver ça? Formation, créer une clé bootable. Donc c'est dans Windows 10. Bah, peut-être j'y étais. Voilà, Windows 10. Est-ce que c'est dans Windows 10 que je l'ai mis? Pardon, je ne l'ai pas mis dans Windows 10, alors peut-être je l'ai mis dans les vidéos outils. Créer une clé USB bootable. Voilà, alors je clique sur j'accède à ma formation, ensuite je vais cliquer sur le lien qui était indiqué. Outils Microsoft, c'est là. Voilà, ici, télécharger l'outil maintenant. Voilà, il a dû arriver quelque part ici. Donc je clique 2 fois dessus, on va voir ce qu'il nous indique. Est-ce qu'on a la même chose? Alors, donc là il est en train de préparer les éléments. J'espère que j'ai pas oublié. Non, c'est bon, j'ai pas oublié de partager mon écran. Pendant qu'il prépare, je vais fermer les différentes fenêtres. Est-ce que je peux fermer ça? Je pense que oui. Voilà. Alors, donc là, je clique sur accepter. Bon, ça prend un petit peu de temps. Je vais regarder. Ah, voilà. Donc là, je ne vais pas choisir mettre à niveau ce PC. Je vais choisir créer un support d'installation pour un autre PC. Je vais cliquer sur suivant. Eric, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez bien quand même ces premières fenêtres que vous voyez à mon écran? Je vais cliquer sur suivant. Donc là, il sélectionne automatiquement. Utiliser les paramètres recommandés pour ce PC. Voilà. Est-ce que vous avez aussi cette fenêtre-là? Suivant.
Et là, disque dur, flash USB. Donc je clique sur suivant. Et là, il me dit que nous ne parvenons pas à trouver un lecteur flash USB. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai pas de clé USB branchée. Donc, comment est-ce que je fais? Je vais brancher une clé USB. Alors, voilà. Hop là. Ouais, donc ça va. Je vais fermer ça. Et donc, une fois que j'ai branché ma clé USB, vous voyez, elle est apparue, mais elle n'est pas apparue dans cette fenêtre. Donc, il faut choisir ici, actualiser la liste des lecteurs. Et là, eh bien, la clé USB apparaît. Voilà, je pense que ça devrait fonctionner. Si toutefois ça ne fonctionne pas et que vous n'arrivez absolument pas que vous ne réussissez absolument pas à faire ça, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la technique de, au lieu de choisir créer une clé USB, le mieux c'est de choisir ISO, de récupérer ISO, là, donc je vais faire précédent, de choisir fichier ISO, de cliquer sur suivant. Là, vous allez récupérer un fichier ISO que vous pourrez graver sur un DVD. Et ça vous permettra eh bien, de faire comme avec une clé USB. Bon, si vous n'avez pas de lecteur de DVD sur votre ordinateur ou sur l'ordinateur sur lequel vous souhaitez installer le Windows, ce sera un peu plus problématique. Il faudra résoudre le problème avec la mémoire flash USB. Mais en théorie, si vous cliquez ici, que vous cliquez sur suivant, et qu'il n'a pas détecté votre clé, il vous suffit simplement de cliquer sur actualiser la liste des lecteurs. Voilà Eric, j'espère que ça pourra vous aider. Parce que j'ai pas rencontré d'autres difficultés, mais c'est vrai que tout s'est bien passé et en général, quand tout se passe bien, on n'est pas dans les principes de la difficulté. En tout cas, si vous voulez rajouter un complément à ce que je viens de vous indiquer ou si vous n'avez pas ça, n'hésitez pas Eric. Francis, pardon, je sais pas pourquoi je vous appelle Eric depuis tout à l'heure. Francis, pardon. Francis, voilà, si vous n'avez pas ce que je vous ai montré à l'écran, n'hésitez pas à apporter un complément. Alors, Alex. Alors, pour répondre à Philibert, sur les icônes qui changent de place, je ne sais pas si Philibert est sous Windows 7, car sous Windows 7, il faut désactiver la réorganisation automatique des icônes. Merci, Alex. Alors, je ne sais pas si c'est ce à quoi Philibert faisait allusion, la réorganisation automatique des icônes. Donc la réorganisation automatique des icônes, c'est quoi? C'est une fonctionnalité, d'ailleurs je vais peut-être pouvoir vous le montrer dans Windows 10 parce que ça doit déjà exister. Partager. Voilà, c'est lorsque vous êtes ici, vous pouvez faire un clic droit et choisir affichage, réorganiser automatiquement les icônes, c'est à cet endroit-là. Et là, tous vos icônes vont s'aligner ici. Donc vous ne pourrez plus les placer à l'endroit de votre choix sur votre ordinateur, ils seront tous collés ici directement. Ils se colleront et ils viendront à la queue leu. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime pas parce que j'aime bien pouvoir placer mes icônes à l'endroit que je souhaite. Donc, si vous souhaitez avoir ça, c'est dans affichage et c'est dans réorganiser automatiquement les icônes. Il faut décocher cette case. Je ne vais pas la cocher parce que sinon ça va réorganiser mes icônes. Je ne veux absolument pas faire ça. Mais en tout cas, voilà. Merci en tout cas, Alex, pour la précision. Ça peut éventuellement aussi être ça. Alors, Ange. Bonsoir Cédric, en effet, j'avais mis le rond jaune, il a tenu 2 jours, puis plus rien. Merci de votre explication, cordialement, Solange. Voilà Solange, bah oui c'est vrai, quand j'ai tourné ma vidéo, en fait je pensais pas qu'il fallait forcément le mettre dans les curseurs et bon, on s'en est aperçu après. Je voulais pas retourner la vidéo parce que c'était, voilà, c'est... Mais en tout cas, voilà, la réponse était sur le forum et je vais peut-être l'intégrer directement sur le site. Mais je sais que ça a fonctionné pour tout le monde, donc c'est super. Merci à Alex, je crois qu'il avait apporté la solution. Eh bien Marcel, bonne soirée. Il reste encore une demi-heure si c'est la première fois que nous n'avons plus de questions. Pourtant il y a encore 17 personnes, c'est plutôt bien. Je suis content d'avoir pu répondre aux questions de tout le monde. Je réfléchis à ce que je pourrais vous dire de pertinent et d'intelligent. Oui, je vais vous le redire parce que je l'ai dit en début de session, me semble-t-il, mais je vais quand même le redire. J'ai trouvé en me baladant tout à l'heure un site internet, enfin un site internet mieux qu'un site internet puisque ça vient de chez Microsoft. Directement sur le site de Microsoft, je vous mettrai le lien quand je mettrai la retranscription. Je suis en train d'essayer de le rechercher pour vous montrer ce que c'est. Ce sont ni plus ni moins que les images de Windows.
Donc si vous avez besoin de réinstaller votre Windows, que ce soit un Windows 7, que ce soit un Windows 8, que ce soit un Windows 10, eh bien en flânant, j'ai trouvé ça. Et ça vous permet, en arrivant sur ce site, eh bien, de récupérer l'image ISO qui vous permettra de réinstaller votre système, que vous soyez sur Windows 8.1, Windows 7 ou Windows 10. Si par exemple vous n'avez pas eu de CD que vous a fourni le vendeur de votre PC ou de votre PC portable, et bien à partir de ce lien, vous pourrez directement récupérer les images, que ce soit Windows 10, Windows 8, Windows 7, même si l'outil que je vous ai montré tout à l'heure fonctionne très bien, qu'on a utilisé pour Francis. Donc cet outil fonctionne très bien pour Windows 10, mais pour les versions antérieures, Windows 8 et Windows 7, ça vous permet de récupérer tout ça. Alors il faudra que vous ayez une licence valide, parce que lorsque vous allez cliquer sur Windows 7 ici, il va vous demander un numéro de licence que vous devrez rentrer ici, un numéro de licence valide. Pardonnez-moi, certainement pour vérifier la version de Windows que vous avez. C'est-à-dire que si vous avez une version intégrale, il vous donnera la bonne ISO de la version intégrale avec le numéro de série qui est ici. Voilà, c'était une petite précision intéressante, je pense, parce que moi j'aurais bien aimé la connaître quand je faisais du dépannage, même si Benoît a eu la gentillesse de me fournir tout ça. Je pense que c'est une information qui peut être pertinente. Voilà, bon, je vais patienter un petit peu. Il est 19h03, on va attendre 5-10 minutes, voir si vous avez d'autres questions. Et puis sinon, on arrêtera ici le demande à Cédric numéro 9. Vous retrouverez donc la retranscription des demandes à Cédric. Vous le savez certainement déjà, mais je vais quand même vous le montrer puisqu'on a un petit peu de temps. Voilà, partager. Donc directement dans votre espace membre, je dis ça surtout pour les nouvelles personnes parce que si vous êtes arrivé il y a longtemps, je pense que vous êtes familiarisé avec le processus, mais sinon, la chose très très importante que je dois vous dire, c'est que lorsque vous arrivez sur votre espace membre, si vous êtes membre plus ou membre actif ou membre mini, un nouveau statut que je vais insérer. Lorsque vous aurez la possibilité d'arriver directement sur votre espace membre, n'oubliez pas de vous connecter pour avoir accès à l'ensemble des choses. Donc une autre précision importante que j'ai rajoutée il y a peu, c'est que j'ai ajouté ici le statut auquel vous êtes. C'est-à-dire quand vous avez cliqué sur connexion et que vous vous êtes connecté, vous savez quel statut vous êtes. Si vous êtes membre plus, si vous êtes membre actif, si vous serez membre mini, tout ça, pour que vous ne vous posez plus la question de savoir. Si vous êtes membre plus, vous avez le plus haut niveau de membre du site, ce qui vous permet d'avoir accès à toutes les formations présente et à venir, que vous avez accès à la formation spéciale débutant, que vous avez accès au forum pour poser vos questions, que vous avez accès à tout. Donc ça c'est le statut membre plus. Et le statut membre actif, c'est un statut qui vous permet d'avoir accès à toutes les formations sauf la formation spéciale débutant et qui ne vous permet pas d'avoir accès au forum. Voilà, parce que c'est un paiement unique, ça permet d'avoir accès à toutes les formations, qui est déjà un énorme contenu. Mais voilà, je ne peux pas prendre du temps pour répondre aux questions, vous ne pouvez pas participer aux événements demande à Cédric en direct, etc. pour laisser la priorité aux personnes qui participent de façon continuelle. En tout cas, voilà. Initialement, j'étais là pas du tout pour vous parler de ça. Pour vous parler, des événements demande à Cédric. Donc surtout, vous vous connectez quand vous arrivez dans votre espace membre. Et là, vous pouvez cliquer soit ici sur demande à Cédric, soit vous rendre ici dans accueil espace membre et aller dans demande à Cédric qui est ici. Ça revient au même, ça vous emmènera à cet endroit-là. Et là, donc vous avez le demande à Cédric qui est actuel, mais quand vous viendrez, si c'est pas en direct, il y aura la date du prochain rendez-vous. Et en dessous, vous avez les retransmissions qui sont disponibles. Donc dans les retransmissions, vous avez à la fois la retransmission, c'est-à-dire donc l'intégralité de tout ça, et également la retranscription. La retranscription, c'est quoi ? C'est les questions qui ont été posées par les membres plus pendant la session en direct, ce qui vous permet, si vous vous posez une question, d'accéder directement à la partie dans la vidéo. Par exemple ici, installation de Dashlane, comment installer Dashlane. Vous n'avez pas besoin de regarder les 2 heures de la vidéo, vous savez que c'est directement à la 12e minute 54. Donc vous cliquez sur Play, vous mettez éventuellement une pause, vous allez ici vous survoler la barre qui est là, et vous allez directement à 12 minutes 54, voilà. Et comme ça, ça vous permet, lorsque vous cliquez sur Play, allez, j'en termine avec ça. Voilà, d'avoir la question sur Dashlane en question.
Voilà. Ça c'est pour les événements, demande à Cédric. Et puis sinon évidemment pour accéder à toutes vos formations depuis l'accueil de votre espace membre en faisant défiler les différentes choses. Vous voyez les formations auxquelles vous avez accès en fonction de votre niveau de membre. Et puis, eh bien, vous avez également la possibilité, en survolant accueil espace membre, eh bien, de vous rendre directement dans une formation. Donc, si vous n'avez pas ici l'accès à toutes les formations, c'est tout simplement soit vous n'êtes pas connecté, soit votre statut actuel ne vous permet pas d'avoir accès à toutes les formations qui se trouvent ici. Voilà, c'était une petite parenthèse concernant l'utilisation du site. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Donc au fil du temps, vous serez familiarisé. Je vais conserver le principe, voilà, j'accède à ma formation pour accéder à la formation. Ça ressemble à peu près tout le temps pareil pour revenir en arrière, etc. Donc une fois que vous serez familiarisé, moi je n'ai pas prévu de changer. Là, j'ai fait quelques changements cosmétiques, on va dire esthétiques du site pour que ce soit plus clair et plus simple pour vous. Mais voilà, dès lors où vous avez compris le principe, tout est simple. Alors Solange, rebonsoir Cédric, je voulais m'enlever de Yahoo, j'ai hésité car ils m'ont répondu que j'aurais certainement des frais. Est-ce possible? Merci Solange. Alors non Solange, sauf si c'est quelque chose d'illégitime, non, le fait de vous enlever de Yahoo, je pense pas qu'il y ait des frais. Yahoo c'est gratuit. Alors je sais pas à quoi vous faites allusion parce que peut-être qu'il y a différents services sur Yahoo que je ne connais pas. Moi, Yahoo, c'est surtout essentiellement soit un Messenger, enfin l'équivalent d'un Skype, soit une adresse de messagerie qui vous est fournie gratuitement. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des frais. Néanmoins, faites attention que ce soit du Yahoo légitime. Voilà. Mais je ne vais pas pouvoir vous aider plus par rapport à ça parce que je ne vois pas trop à quoi vous faites allusion. Si c'est légitime, il n'y a aucune raison qu'il y ait des frais. Et vous enlevez, je ne sais pas ce que vous entendez par là. Est-ce que c'est supprimer définitivement votre compte Yahoo? On peut regarder rapidement, voir s'il parle de frais en suppression du compte Yahoo. Je vois pas comment ça peut être possible, mais supprimer définitivement son compte Yahoo. Comment désinstaller Yahoo définitivement? Barre d'outils Yahoo. Bon, il y a un certain nombre de choses, quoi. Mais honnêtement, il n'y a aucune raison que ce soit payant. Enfin, dès lors où vous n'allez pas mettre votre carte bleue, il n'y a pas de raison que vous payiez. Donc, vous serez au moins protégé par ça. Voilà, Solange, j'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à la reposer sur le forum si toutefois vous avez le moindre doute, à faire une capture d'écran pour que je vois à quoi ça ressemble. Vous trouverez si vous ne savez pas faire des captures d'écran ou si vous ne savez pas l'intégrer sur le forum, il y a des vidéos qui expliquent tout ça directement depuis votre espace membre. Bon, 19h10, c'est l'heure à laquelle en général ma voix m'abandonne. Donc on va continuer un peu. Parce que finalement il y a beaucoup de questions qui arrivent. Et c'est très bien. Alors, je vais essayer d'aller dans l'ordre. Alors, Philibert, une petite astuce intéressante au cas où tout le monde ne la connaît pas. Pour ouvrir un lien dans un nouvel onglet, clique plus molette. Absolument, Philibert. C'est quelque chose que j'ai oublié quand j'ai fait ma vidéo 11 astuces pour utiliser Google Chrome. Je vais vous le montrer en pratique, ce à quoi fait allusion Philibert. C'est vrai que je ne l'utilise jamais. J'utilise jamais cette fonctionnalité, mais c'est très pratique. Lorsque vous avez ici un certain nombre de liens de recherche par exemple et que vous ne souhaitez pas perdre pour les conserver ici mais ouvrir quand même la solution dans un nouvel onglet, vous avez la possibilité de cliquer sur votre molette et ça va ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc c'est vrai que c'est très pratique. Donc si par exemple je veux ouvrir les 4 premiers liens, je clique une fois, je clique 2 fois, je clique 3 fois, je clique 4 fois. Et là, eh bien, j'ai mes 4 onglets qui se sont ouverts et qui me permettent, eh bien, grâce au clic de ma molette, d'ouvrir la recherche dans un nouvel onglet. Merci Philibert pour cette précision. C'est vrai que je l'ai oublié dans ma vidéo de 11 astuces pour utiliser Google Chrome. Il y a quelqu'un qui me l'avait notifié aussi. Et la raison pour laquelle j'ai oublié, c'est tout simplement parce que je ne l'utilise pas du tout. C'est un tort, hein, mais moi je fais souvent clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Ou alors j'appuie sur la touche contrôle de mon clavier et je clique avec mon clic gauche. Pourquoi ?
Eh bien, tout simplement parce que, à part pour rouler, enfin pour faire défiler les pages, j'utilise très peu ma molette, le clic de ma molette, donc c'est vraiment pas quelque chose qui est intuitif pour moi, et c'est beaucoup plus simple de faire CTRL-clic. Merci en tout cas Philibert pour cette précision qui, je ne doute pas, permettra à des nombreux utilisateurs que ce soit plus pratique. Alors, j'ai eu besoin d'utiliser les symboles mathématiques sur Word et connu des difficultés pour accéder. Exemple, écrire une équation. Je suis sous Windows 7 et pas à l'aise sur Excel. L'aide de Word 2010 n'est pas terrible. Oui, alors ce que vous pouvez faire, voilà par rapport à ce que je vous ai donné comme indication tout à l'heure, si ça n'a pas solutionné votre problème, ce que vous pouvez faire, c'est aussi vous rendre sur Internet et chercher des forums de discussion sur Excel, où vous aurez la possibilité de poser vos questions très pointues. Parce qu'il y a des forums sur Excel, d'ailleurs on peut regarder rapidement. Je vais partager mon écran. Comme Internet est vraiment une communauté exceptionnelle de gens qui partagent, de gens qui... voilà, c'est vraiment incroyable. Vous aurez la possibilité de trouver quelque chose. Donc, voilà. Vous tapez forum Excel, voilà. Forumexcelpratique.com, on va voir si c'est bien. Je fais j'ouvre dans un nouvel onglet, voilà. C'est un forum que j'ai déjà utilisé quand j'avais des questions sur Excel, quand j'ai voulu développer ma comptabilité sur Excel. Donc à partir de là, vous allez pouvoir faire une recherche, vous allez pouvoir vous inscrire gratuitement, vous allez pouvoir discuter avec les autres membres, poser vos questions. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, cette communauté qui existe sur Internet, de gens qui partagent toute leur passion, que ce soit la photo, que ce soit Excel, que ce soit les voitures, que ce soit l'informatique, que ce soit... Voilà. C'est totalement incroyable. Toute cette, il faut aujourd'hui utiliser, Internet. C'est obligatoire. Toutes les informations sont sur Internet. En tout cas, bon, sans faire sans trop m'éloigner du sujet. Sans trop m'éloigner du sujet, ce sera plus simple, je pense, pour vous de poser votre question là, ou sinon directement sur notre forum, à nous. On pourra éventuellement trouver des solutions à votre souci, parce que là, je ne comprends pas trop. Si vous pouvez éventuellement faire des captures d'écran pour les mettre, et ce sera plus simple de répondre à votre question. Sinon, directement depuis le forum là que je vous ai montré, vous devriez trouver vos solutions, surtout si vous avez d'autres questions et des questions un peu plus pointues, ça vous permettra de poser vos questions. Voilà Alex. Allez, je continue. Bernadette, lors de l'achat d'un ordinateur, quels sont les points forts à considérer? Merci de tous vos conseils et bonne soirée. Alors ça je vais en parler dans la formation spéciale débutant. Donc là, ma voix m'a abandonné et maintenant c'est mon cerveau. Dans la formation spéciale débutant, je vais faire une vidéo vraiment spécifique par rapport à ça. Et ensuite, les points forts à considérer. Il y a la première chose la plus importante à considérer, c'est votre utilisation. Voilà, c'est la première chose à considérer. Qu'est-ce que vous allez faire de votre ordinateur? Qu'est-ce que vous allez faire à court, moyen, long terme? Est-ce que, voilà, sachant qu'un ordinateur, on va dire que ça dure entre 1 et 5 ans, on va le garder entre 1 et 5 ans, en fonction si on change souvent, si on a des nouveaux besoins. Il faut vous poser ces questions-là. Qu'est-ce que je vais en faire? Combien de temps je vais le garder? Dans la théorie, ça peut tomber en panne évidemment. Si vous voulez le garder longtemps et que vous voulez faire un maximum de choses, eh bien il va falloir prendre un ordinateur qui sera relativement puissant, qui répondra aux tâches que vous vous êtes fixées et qui soit évolutif. Ensuite, il faut savoir si vous voulez qu'il soit transportable ou pas transportable. C'est vrai qu'il est plus confortable d'avoir un ordinateur fixe si vous travaillez sur un bureau. Ça vous permettra d'avoir un grand écran, d'avoir un clavier plus confortable, d'avoir une souris, etc. Si c'est destiné au transport, eh bien le portable sera pour moi une évidence. Donc ça, c'est aussi une question à vous poser. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, l'idéal, c'est d'aller voir une boutique informatique spécialisée dans la région dans laquelle vous habitez, voir comment vous les sentez, vous y allez une première fois, voir comment ils vous conseillent, est-ce qu'ils vous demandent vos besoins avant de vous proposer un ordinateur, est-ce que vous avez l'impression que c'est bien dimensionné. Voilà, ça c'est
Voilà, c'est des points importants. Ensuite, selon moi, le point le plus important, c'est pas bien que je dise ça, mais c'est pas grave, je le dis quand même, je le pense. Donc c'est que vous avez deux types de processeurs, AMD et Intel, et moi je ne prends plus de processeurs AMD depuis beaucoup d'années. C'est certainement un tort, hein. Il y a beaucoup de gens qui les utilisent, voilà. Je préfère rajouter les euros qui font la différence entre les deux processeurs pour avoir un processeur Intel. Voilà. Et après, vous pouvez donc, aujourd'hui la mémoire vive c'est plus vraiment un problème. Ensuite, vous pouvez éventuellement en prendre une carte graphique dédiée si vous avez besoin de jouer à des jeux. Voilà, c'est les points que vous devez regarder, mais je vais en parler dans une des formations. Je prendrai les points plus en détail, point par point, pour simplement avoir des pistes pour choisir son ordinateur et que ce soit des pistes un petit peu intemporelles, parce que voilà, c'est que vous achetiez votre ordinateur aujourd'hui ou dans 5 ans ou que vous l'ayez acheté il y a 5 ans, voilà, il faut toujours se poser les mêmes questions, les mêmes bonnes questions, de savoir comment je vais utiliser mon ordinateur. Après, il y a des magazines aussi spécialisés qui peuvent vous conseiller sur certains composants. J'aurai l'occasion d'en reparler parce que je vais parler du montage d'un PC dans des prochaines vidéos, donc j'aurai l'occasion d'en reparler, et dans la formation débutant. Voilà Bernadette, j'espère que ces informations vous aideront à choisir votre PC. Allez, je vais prendre une question de David. Alors, peut-on désinstaller Web Storage et à quoi ça sert? Alors oui, tout à fait, on peut désinstaller Web Storage. C'est certainement parce que vous avez un ordinateur Asus. Je me souviens que Web Storage, je ne sais pas comment j'avais trouvé ça, il me semble que je l'avais trouvé sur internet, mais Web Storage faisait planter Internet Explorer, faisait planter l'Explorer de Windows carrément. J'avais beaucoup de clients qui avaient acheté des portables Asus et qui avaient Windows 7, et Web Storage faisait planter l'Explorer, c'était très pénible, et en désinstallant Web Storage, tous les problèmes étaient résolus. Donc voilà, Web Storage c'est l'équivalent du cloud de chez Asus, c'est un espace qui vous est dédié sur leur serveur, je crois. Et voilà, donc c'est absolument facultatif. Donc vous pouvez le désinstaller sans problème, David. Allez, une question d'Albert, ensuite une question d'Alex. Alors, une fenêtre WinRAR indique que la période gratuite est terminée. Si je désinstalle WinRAR, est-ce que je vais perdre tous mes dossiers? Merci. Alors, Albert, deux choses. La première, en effet, WinRAR est un logiciel payant. Il est un peu cher, malheureusement. Je l'aurais acheté si ça avait coûté $20 parce que c'est vrai que je l'utilise souvent. Mais le fait qu'il soit, je crois que c'est $50, je trouve que c'est un peu cher, même si c'est un bon logiciel. Mais bon, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez simplement à cliquer sur, lorsque la fenêtre arrive, vous cliquez sur fermer et vous pouvez continuer d'utiliser WinRAR comme si vous l'aviez acheté. Enfin voilà, vous avez juste le désagrément de cette fenêtre et vous pouvez continuer d'utiliser WinRAR. Parce que si vous le désinstallez, eh bien, vous n'allez pas perdre vos fichiers compressés, mais vous perdrez juste la possibilité de les extraire avec WinRAR, tout simplement. Donc pas d'inquiétude si vous avez envie de désinstaller WinRAR, et vous pouvez le laisser installer et cliquer sur la fenêtre fermée sans aucun problème. Voilà Albert. Ah mince, j'ai raté la première. Alors, j'ai réinstallé mon PC à cause d'une impossibilité de créer un compte utilisateur. Désormais ça fonctionne, sauf qu'aléatoirement, le menu démarrer Windows 10 est inutilisable. J'ai donc installé Classic Shell et j'ai retrouvé le menu original de Windows 10. N'ayant pas voulu réinstaller à nouveau mon PC, c'était juste pour info, et Classic Shell permet d'avoir deux menus, démarrer original et Windows 10, et celui de Classic Shell. Bonne soirée. D'accord, Alex, merci pour l'info. C'est vrai que j'avais suivi ça un peu sur le forum, on avait essayé de trouver une solution. C'est le type de bug qui, quand on ne trouve pas une solution sur Internet, qui est très difficile pour moi de vous indiquer, parce que c'est vrai que quand je suis pas confronté au problème, je vois pas bien d'où ça peut venir. Après, le fait que vous ayez réinstallé votre Windows de zéro et que ça refasse le problème, c'est quand même un petit peu ennuyeux. Donc il faudrait réfléchir éventuellement avec l'interaction des logiciels que vous avez pu installer.
que ce soit les drivers, que ce soit des logiciels que vous avez installés. Moi, j'avais constaté quelque chose, alors ça n'a peut-être rien à voir, hein, on est d'accord, mais j'avais constaté quelque chose, c'est que quand je passais par Ninit pour installer les logiciels de base que j'installais sur les PC de mes clients, si j'intégrais Chrome, je trouvais que Chrome ramait. Et j'avais perdu l'habitude d'intégrer Chrome à l'installation de Ninit, et j'installais Chrome à part. Et d'ailleurs, j'ai gardé cette habitude-là. Je ne sais pas si ça a été corrigé, je ne sais pas si c'était un problème inhérent à Ninit ou à la façon dont Chrome s'installait. Quoi qu'il en soit, ce qui est très surprenant, c'est que vous ayez à nouveau ce problème après une réinstallation. Donc soit ça se passe dans le processus pendant lequel vous créez votre compte utilisateur, est-ce que c'est un problème qui se crée? Est-ce que c'est un bug avec Windows 10 quand vous faites un certain type de manipulation, ce qui est possible, et auquel cas c'est très difficile à diagnostiquer et très difficile à dire. Il faudrait en fait réinstaller en boucle le PC pour voir à quel moment vous rencontrez ce dysfonctionnement. Est-ce que vous pouvez déterminer un facteur qui est récurrent en fait, qui revient à chaque fois. C'est un petit peu comme ça qu'on peut faire le diagnostic, mais c'est vrai que c'est pénible et long. Néanmoins, si vous avez trouvé cette solution avec Classic Shell, ça peut être une solution, hein, et toutes les solutions sont bonnes à prendre. Moi, c'est vrai que je n'aime pas trop installer des choses supplémentaires, des surcouches sur mon Windows, mais parfois, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Je pense que j'aurais persévéré parce que ça m'ennuie d'avoir ce type de désagrément, mais je comprends tout à fait que vous ayez pu trouver cette solution. Si elle vous convient, c'est parfait. Pardon. Et quoi qu'il en soit, c'est vrai que il faut bien résoudre les problèmes, hein. On ne peut pas rester avec un ordinateur qui ne fonctionne pas. Et vous n'aviez pas le problème avant, c'est-à-dire avant Windows 10, vous voulez dire? Parce que comment est-ce que vous avez procédé? Est-ce que vous avez réinstallé le Windows 10 de zéro? Est-ce que vous avez fait une mise à jour de Windows 10? Comment est votre ISO? Est-ce que ça vient pas de l'ISO que vous avez créé? Est-ce que, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'informatique est faite d'interactions multiples et que c'est pas toujours évident de diagnostiquer un problème ou même d'avoir tout simplement la bonne réponse, quoi. Et c'est encore plus difficile quand je suis pas devant l'ordinateur parce que comme je peux pas toujours appréhender comment ça se passe, et c'est vrai que c'est pas toujours évident de donner des réponses, quoi. Avant de réinstaller, il n'y avait pas le problème. Bon. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est un problème. Moi, c'est quelque chose qui me dérangerait, honnêtement, si ça m'arrivait. Si le Classic Shell vous convient, tout va bien. Si ça vous convient pas, vous pouvez donc éventuellement pardon. Vous pouvez donc éventuellement faire ce que je vous ai indiqué, c'est-à-dire réinstaller Windows en boucle jusqu'à voir à quel moment vous avez ce problème. Est-ce que sur une installation neuve de Windows, quand vous voulez créer votre nouvel utilisateur, est-ce que vous avez déjà ce problème? Et ensuite, il faudrait voir en fonction des messages d'erreur que vous pouvez avoir à l'écran, et éventuellement au retour d'autres utilisateurs sur Internet, ce qui pourrait arriver. Donc n'hésitez pas, vous, si vous avez envie de continuer, réinstalle de zéro, d'accord, réinstalle de zéro. Donc si vous êtes parti d'une réinstalle de zéro, en théorie, donc ça ne devrait pas poser de problème. Ce que vous pouvez, le cheminement intellectuel que vous pouvez faire, c'est vous dire c'est pas normal que ça se passe comme ça, d'où ça peut venir, qu'est-ce que je fais? Donc soit les logiciels que vous avez installés, soit la clé USB à partir de laquelle vous l'avez installé, soit à partir de l'ISO à partir de laquelle vous l'avez installé, soit la façon dont vous l'avez installé. Voilà, il faut essayer de revenir en arrière et de voir à quel moment le basculement du problème se fait. C'est vraiment très pénible, hein. Ça fait partie des processus de recherche de panne. Moi, c'est ce que je faisais à longueur de temps quand je faisais du dépannage informatique. Il faut tester, voir à quel moment ça dysfonctionne et pourquoi, quelles sont les interactions. Comme je vous dis, comme je disais à David tout à l'heure, j'ai des web storage qui faisaient planter l'Explorer. Ça a été un enfer pour diagnostiquer parce que l'Explorer qui plante en permanence avec les icônes qui se remettent à l'emplacement d'avant, etc. C'était vraiment très pénible pour mes clients et puis il y avait plusieurs clients qui rencontraient ce même problème.
Donc voilà, c'est le boulot du dépannage informatique, si on a envie de résoudre les problèmes différemment, voilà, qu'en trouvant des petites solutions pansement, on va dire, en mettant le classique shell et que ça résolve le problème, hein, c'est très bien. Mais voilà, si on veut repartir sur quelque chose de sain, il faut faire ce genre de choses. Voilà. Alexandra, la conversation pourra continuer soit sur le forum, soit au prochain Demande à Cédric. Merci à tous, merci à toutes et tous d'avoir été présents une fois de plus pour ce nouveau Demande à Cédric numéro 9. Merci beaucoup. On a été jusqu'à 22, me semble-t-il. On est encore 15. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous mettrai les liens dont on a parlé dans la vidéo, essentiellement le lien pour récupérer les ISO, que ce soit de Windows 10, Windows 8, Windows 7. Et puis, merci encore. Merci pour votre soutien. Merci pour votre participation sur le forum. C'est vraiment génial. J'espère que je vais être un peu plus tranquille et que je vais pouvoir me remettre à faire les vidéos pour avancer la formation Windows 10 et la formation débutant que là, j'ai pas pu malheureusement faire. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas reçu pour les personnes qui se sont inscrites. C'est ça que je voulais dire aussi. C'est dommage, j'aurais dû le dire au début. Mais pour les personnes qui se sont inscrites à la formation spéciale débutant, j'ai pas eu le temps cette semaine de faire la vidéo spéciale débutant. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas arrivée dans votre boîte mail le mardi en question. Mais normalement, mardi prochain, sauf si j'ai encore des soucis, ça devrait arriver. Et puis après, les autres vont suivre parce que je vais essayer de prendre de l'avance. Voilà. Merci à toutes et tous. Merci à Alexandra et à toutes les personnes qui participent activement sur le forum, qui répondent aux questions des autres personnes qui posent leurs questions. Merci à vous. C'est vraiment super. Ça me soulage énormément avec tout ce que j'ai à faire. Donc vraiment, merci beaucoup. Et puis merci, je suis content qu'on avance tous ensemble dans l'informatique. Moi aussi, je progresse beaucoup finalement à faire tout ça. Donc ben voilà, je vous remercie. Merci pour tout. Et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Merci encore et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.